bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays ou de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et oui, première surprise, si l'accroche ne change pas, la voix, si. Notre Memo Ochoa à nous remplissant actuellement la plus belle d'émissions, je vais donc me charger de la deuxième surprise du jour, le retour de l'autre Coupe du Monde, votre podcast préféré de la Coupe du Monde russe, le seul qui, après avoir dit au revoir, revient quand même une dernière fois. Alors rassurez-vous, il n'est absolument pas question de vous proposer une pseudo-mise en bouche d'une future émission comme le ferait tout mauvais blockbuster avec un super-héros dedans. Non, nous allons vous proposer plus d'une heure d'émission, la dernière c'est promis, plus d'une heure donc au cours de laquelle nous allons revenir sur les prestations de nos représentants lors de ce mondial russe. Alors sans plus attendre, on se lance et on commence par nos mauvais élèves, il en faut, oui malheureusement, nos chers pays africains. Et pour commencer ce bilan africain, le triste bilan africain, nous allons le voir au fur et à mesure des équipes que nous allons traverser. On va recevoir dans un premier temps Pierre-Marie. Pierre-Marie, salut, comment vas-tu ? Bonjour Nico, écoute, ça va pas mal, Tu sais, pour moi la Coupe du Monde elle est finie depuis longtemps, on était déjà passé à autre chose. La Ligue des Champions a recommencé mardi, cette semaine-là, donc écoute, on a eu le temps de tourner la page un petit peu déjà. Ouais. Bon, après, on a la chance, nous, avec, on va dire, entre guillemets, avec notre binationalité, d'avoir pu savourer le titre français quand même derrière jusqu'au bout. Là, c'est clair que pour le coup, je me suis pas privé. Je t'avoue que j'ai mis du temps à me prendre au jeu de cette équipe de France, mais finalement, ils ont eu raison de moi et j'ai fait partie de cette déferlante qui allait sur les champs. C'était génial, vraiment top. Ça ramène 20 ans en arrière. C'était assez exceptionnel quand même. Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'ils ont eu raison de tout le monde en fait. Bon, tant mieux. On va pas s'en plaindre. C'est très bien. Et donc, bon, on va quand même retomber un petit peu dans l'ambiance parce que là, pour le coup, on va pas déprimer, mais on va peut-être pas être très loin. On va faire un petit peu le bilan de nos Africains, de nos représentants africains de lucarne opposée. Et on va commencer par ceux que tu as suivis, toi, et on va commencer, parce qu'il faut bien, commencer par celui qui présente au final le plus mauvais bilan. Je ne sais pas si tu as suivi, mais au classement publié, le classement général de la compétition, ils sont avant-derniers grâce à la différence de but. C'est l'Égypte. Alors, voilà, les semaines ont passé, on a dit déjà beaucoup de choses sur l'Égypte. Concrètement, avec le recul, comment l'Égypte analyse le parcours de ces pharaons en Russie ? Beaucoup de déceptions. On attendait quand même autre chose de cette sélection égyptienne parce que même si ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus à la Coupe du Monde, c'était quand même une équipe expérimentée sur le continent avec Hector Cooper qui est un coach expérimenté. Après, c'est vrai qu'il y avait déjà des craintes qui étaient un peu émises sur le jeu de la sélection qui reposait beaucoup sur Mohamed Salah. Ça s'est vu pendant la campagne de qualification, mais ça fonctionnait. Avec cette équipe qui peut s'appuyer quand même sur un collectif qui était très solide jusqu'à présent et qui a été très solide pendant les 85 premières minutes du match contre l'Uruguay, du match d'ouverture, et puis finalement avant de craquer. Je pense que ce début de Coupe du Monde a fait beaucoup de mal à la sélection. Et puis surtout, il faut rappeler quand même que Mohamed Salah, il était blessé en arrivant au mondial. Donc c'est un peu mitigé, bien sûr, de la déception parce que les Égyptiens rêvaient pour un retour de Coupe du Monde de faire beaucoup mieux. Mais voilà, les circonstances, malheureusement, ne leur a pas permis d'arriver là-bas dans les meilleures conditions. Juste parce que quand il vous manque le joueur sur lequel repose tout votre système, c'est quand même moins évident. Et puis Hector Cooper qui paye des frais de ce mondial-là. Et puis, on va essayer de repartir sur autre chose. Pour l'instant, on n'en sait encore pas tellement sur les dessins qu'auront
courant cette sélection-là. Alors, ça va toujours. Il y a quand même une base de jeunes qui est très intéressante. Hein. Salah, c'est un très jeune joueur, très aigué. Raphaël Sobier, etc. C'est des joueurs qui sont encore très jeunes et qui ont de belles années devant eux. À voir, voilà, c'est à voir qu'est-ce qui va se passer avec la fédération, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme prochain sélectionneur. Voilà, c'est des questions qui permettront plus tard d'y voir un petit peu plus clair, mais nul doute qu'ils devraient être présents à la prochaine CAN. Et voilà, les prochains matchs sont en septembre pour les qualifications de la CAN, donc voilà, ils vont devoir rapidement quand même trouver une solution, mais on en saura un petit peu plus tard. Ouais, et effectivement, l'avenir pour eux passe déjà par la CAN et il va falloir réinitier un nouveau cycle pour la prochaine coupe du monde, Qatar 2022. Écoute, j'allais te demander d'évoquer l'avenir. Tu l'as fait avant même que je te pose la question, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc du coup, ce que je te propose, c'est que qu'on fasse un petit peu le grand écart au niveau des Africains parce qu'on est passé du plus mauvais, façon de parler, hein, en termes de résultats, à celui qui finalement obtient les meilleurs résultats, le Sénégal. Le Sénégal qui est passé à un carton jaune près de la qualification. Et on peut résumer les choses comme ça, hein, même si on peut aussi évoquer certaines personnes qui préfèrent garder un poteau plutôt que de rattraper un ballon qui passe face à la Colombie. Justement, chez les Sénégalais, la déception que fut cette élimination, on va dire administrative presque, hein, comment elle a été vécue, voilà, que retient-on au Sénégal du parcours de la sélection qui a été finalement plutôt bon quand même? C'est clair que c'était pas mal. Alors, tu vois, au final, le résultat, c'est le même que pour l'Égypte, hein, c'est une élimination au premier tour, mais dans la réalisation, ça a été quand même tout autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, le Sénégal a fait rêver son peuple. Ils y ont cru jusqu'à la dernière, jusqu'à la dernière seconde du dernier match, puisque ça, comme tu l'as dit, ça se joue à un carton jaune. C'était un petit peu, voilà, pour moi, c'était l'équipe africaine qui avait le moins de certitude, pas forcément dans le talent de ses joueurs et de ses individualités, mais plutôt sur le collectif, sur un système de jeu. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ils avaient un groupe a priori qui était à leur portée, même si au final ça a été très très serré, donc on s'était pas trompé là-dessus. Même si la Pologne a un peu surpris par ses piètres performances, on peut dire, parce qu'ils ont quand même facilité aussi la tâche des Sénégalais pour qu'ils réalisent ce bon mondial. Donc, c'est difficile d'en vouloir à cette équipe parce qu'au final, ils ont tout donné. Tous les suiveurs, les journalistes internationaux ont fait quand même enfin, ils ont un discours plutôt positif sur cette équipe-là. Donc, forcément, les Sénégalais en étaient très fiers. C'est sûr que l'élimination prématurée, elle fait un petit peu mal, mais bon, voilà. Pour le coup, oui, pardon. C'est la loi du sport au final qui les élimine. Ouais, mais au final, si tu veux, ça laisse un petit peu d'amertume, mais pas tant que ça, parce qu'au final, pour le coup, là, le Sénégal a vraiment tout fait. Aliou Cissé, tout le monde a été satisfait de ce qui s'est passé, donc il y a de très bonnes chances que l'histoire avec Aliou Cissé se poursuive encore un petit moment. J'ai du mal à imaginer qu'à la prochaine défaite en qualification de la CAN ou du mondial, il se fasse, qu'il saute, quoi. Donc voilà, pour le coup, je pense que c'est pas mal. Ça faisait longtemps aussi que le Sénégal n'était pas allé à la Coupe du Monde. Donc c'est bien, ça permet à toute cette nouvelle génération, tirée quand même par Sadio Mané, avec Keita Baldé qui a pas beaucoup joué, mais qui devrait avoir un rôle un petit peu plus important à l'avenir. Et puis en défense, Koulibaly aussi, qui est un véritable patron. Donc ça donne de l'expérience à tout le monde. Et le Sénégal, pour le coup, ça leur permettra d'aborder les prochaines compétitions et notamment la prochaine CAN pour eux aussi avec un statut qui devrait être proche de celui de favori ou voire peut-être même celui du grand favori. Donc voilà, un bon mondial pour les Sénégalais malgré cette élimination au premier tour. Ouais, et donc et un acquis, hein, une expérience. On va juste rappeler, donc je colle à mon classement, c'est un peu mon fil rouge, mais le Sénégal termine 17e. Concrètement, ça veut dire que le Sénégal termine meilleur éliminé, hein, du premier tour. Donc c'est quand même une base sur laquelle s'appuyer. Tu l'as dit, il y a des joueurs jeunes sur lesquels construire. Et effectivement, donc le Sénégal a tout intérêt à continuer de construire avec son sélectionneur et avec son groupe. Ouais, clairement. On sait que ça fait partie des problématiques des équipes africaines. On risque d'en parler avec le Nigeria tout de suite là, mais c'est la continuité, quoi. Ça fait partie des défauts du continent et du football africain.
Ouais, et bien justement, comme tu l'évoques, on va parler du Nigeria qui lui est pile entre les deux, hein, puisque lui aussi a sauté au premier tour. Bon, c'est pas une surprise, tous les Africains ont sauté au premier tour, donc on va se répéter assez régulièrement quand on va le dire. Et le Nigeria qui, lui aussi, pour le coup, avait son destin en main lors du dernier match, n'a pas su saisir sa chance. Et donc au final, il reste quoi? Là aussi, beaucoup d'amertume au niveau des suiveurs et des supporters? Eh ben, figure-toi que au final, il y a bien sûr de la déception, mais cette déception, elle a quand même été rapidement calmée par le fait que ce soit l'Argentine qui ait éliminé le Nigeria. Alors même si c'est vrai que ça devient une habitude maintenant que les Nigériens et les Argentins se croisent à la Coupe du Monde, voilà, ça reste quand même une équipe. Même si les Argentins c'était pas top, on va pas se mentir, mais sur le papier, sur ce que représente ce pays-là, cette équipe-là, c'est autre chose. Donc finalement, ça rend cette élimination un petit peu digérable. Mais bon, ça n'a pas empêché quand même la presse de taper sur Gernot Rohr. Voilà, ça s'est joué aussi à très peu de choses, hein. Ils ont encaissé le deuxième but, je crois aussi après la 80e. Donc, ils n'étaient pas non plus trop loin de réaliser leur exploit. Mais voilà, on a reproché à Gernot Rohr de ne pas avoir fait les changements qu'il faut, notamment de pas avoir su réagir à Sampaoli ou Messi, hein, parce qu'on ne sait pas trop qui commandait Ou cette Mascherano? équipe argentine, ou Mascherano. Mais voilà, les entrées, je crois, il y a Agüero qui est rentré à la fin, et on lui reproche de ne pas avoir su réagir à ça. Et bon, pour moi, quand même, c'est un reproche qui est un peu dur. Gernot Rohr, il a fait du super boulot. Donc voilà, faudrait pas que cette élimination, qui voilà, au final aussi, comme pour le Sénégal, ça se joue à très peu de choses, hein. Je crois que dans le classement, tu vas nous le dire, mais ils sont pas très loin du Sénégal. Je crois que c'était Ils finissent 21e. ouais, 21e. Voilà, le Sénégal est 17e, donc voilà, le Nigeria finit 21e, devant l'Allemagne. Ouais, devant l'Allemagne. Donc Pas ça dur, tu pourra vas me peut-être dire, leur bon. donner un peu de sourire. Ouais, et Non, justement, on va aborder la face cachée parce que tu disais pour le Sénégal que l'un des problèmes souvent de l'Afrique, c'est la continuité. Pour le coup, si finalement les suiveurs sont moyennement déçus parce que tu l'as dit, c'est l'Argentine qui sort le Nigeria, en coulisses, c'est un petit peu le gros bazar en ce moment au Nigeria et ça n'augure rien de bon sur l'avenir. exactement. Alors bon, je vais essayer d'être assez clair parce que c'est un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué les histoires quand ça touche à la fédération, enfin une fédération africaine. Grosso modo, il y a donc l'actuel président de la fédération, celui qui était avec son équipe à la Coupe du Monde, Monsieur Pinnick, qui vient d'être nommé, je crois, secrétaire général de la CAF là, il y a quelques jours. Finalement vient d'être débouté de son poste de président de la fédération par un tribunal nigérian qui juge les dernières élections fédérales qui étaient en 2014, je crois, ou 2016, qui juge que ces élections étaient inégales, que l'Assemblée générale n'avait pas lieu d'être, n'a pas respecté le protocole, donc a débouté le président Pinnick de son rôle et a renommé l'ancien président à la tête de la fédération nigériane. Du coup, bon, c'est une grosse pagaille. Le championnat qui a été ralenti pendant la Coupe du Monde, mais qui a même pas été suspendu, qui a repris rapidement une fois que les Nigérians ont été éliminés, c'est arrêté dans la foulée. Voilà, c'est une bataille juridique. On commence à craindre une suspension de la FIFA, vu que la FIFA, elle, reconnaît le président, l'ancien, nouveau, c'est compliqué, l'ancien président comme, comme le président de la fédération. Il y a l'ingérence de l'État et du tribunal civil. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Gernot Rohr, il va se retrouver au milieu de là avec le soutien de tout le groupe, parce que pour le coup, si la presse l'a critiqué, les joueurs, ils ont quand même tous porté à l'unisson son discours et la volonté de vouloir continuer à travailler avec lui. Il y a même des anciens, à Moniquet, qui a parlé récemment dans la presse et qui disait qu'il espérait que son pays allait continuer à faire confiance à Gernot Rohr et qu'ils allaient pouvoir essayer d'avancer parce que les Nigérians, c'était l'équipe la plus jeune. Voilà, un petit peu comme pour le Sénégal, c'est important d'avoir cette expérience d'une compétition et notamment d'une Coupe du Monde pour tous ces jeunes-là. Donc, ce serait dommage, après avoir fait tout ça, de repartir de zéro et de recommencer quelque chose, alors qu'il y a quand même des fondations assez intéressantes qui ont été plantées, enfin qui ont été construites plutôt ces 2 dernières années. Donc voilà.
Ouais, je vais pas dire inquiétant, mais c'est désolant même, de voir, parce que tu l'as dit, c'est une équipe jeune. Il y a c'est en plus qui est derrière son sélectionneur, il y a une expérience qui vient d'être, acquise et malheureusement, on peut craindre que, cette expérience soit jetée un petit peu à la poubelle, et qu'on reparte à zéro. Malheureusement, comme c'est un peu trop souvent le cas, en Afrique, malheureusement. Ouais, c'est vraiment triste parce que tu vois, c'est marrant voilà, les prévisions comme ça, comment l'histoire ne suit pas forcément le cours qu'on semble lui avoir tracé. Avant la compétition, justement, je voyais ces Nigérians plutôt pas mal dans un groupe qui était difficile, mais dans lequel ils pouvaient tirer leur épingle du jeu. Et au final, et justement avec un groupe voilà très jeune, mais quand même avec des joueurs talentueux, tout ça. Et puis finalement, c'est la compétition se passe pas trop mal, mais la suite qui est donnée au niveau de la fédération et du football local, et c'est terrible, quoi. C'est vraiment voilà, j'étais en train de les voir potentiellement, pourquoi pas la première équipe africaine demi-finaliste. Alors je dis pas en Russie, mais peut-être pourquoi pas au Ouais. Qatar. Et finalement, on va repartir de zéro. Là, non seulement ça se passe pas très bien avec la fédération et du coup leur championnat est stoppé, mais également ils ont vu les résultats qu'ils ont eu dernièrement en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Ils perdent aussi des représentants pour l'année prochaine, donc ils vont avoir moins d'équipes qui vont pouvoir se frotter au très haut niveau. Donc sincèrement, je m'attendais à avoir une belle rivière qui coule de source au Nigeria. Ben non. Ouais, on est en train de partir sur un mauvais cycle, malheureusement. Écoute, Ouais. on va suivre ça, hein, dans les mois à venir. On va suivre ça sur Hello et on va suivre ça évidemment dans les podcasts Efrikia, dans lesquels on va te donner rendez-vous maintenant. On te Avec grand retrouvera plaisir. dans les mois à venir. On suivra aussi ton périple, ton périple africain qui va débuter en septembre. Et puis écoute, merci beaucoup d'avoir animé ces podcasts Coupe du Monde. Et puis à très bientôt sur Hello. Bah écoute, avec grand plaisir, et c'était super, c'était vachement intéressant de pouvoir faire ça, de partager un petit peu quotidiennement l'évolution de ces équipes qui n'ont pas forcément de couverture médiatique, on va pas se mentir, hein, Non. en France, même si c'est vrai que les Sénégalais en ont profité un petit peu, mais pour ce qui est du Nigeria et de l'Égypte, ils ont traversé cette Coupe du Monde comme des fantômes. Ouais. Donc voilà, donc vraiment c'est toujours un grand plaisir et même un immense honneur. Eh ben écoute, c'est parfait, c'est un plaisir partagé. Allez, à la prochaine, PM. Ouais, ciao Nico. Alors après les 3 premiers pays africains que nous avons traversés avec plus ou moins de tristesse et de, et de chantier derrière, on va aborder 2 autres, les pays de Farouk, la Tunisie et le Maroc. Salut Farouk, comment vas-tu? Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les fidèles de Lucarne Opposée. On va pas se mentir, à l'instar du continent dans sa globalité, le Bureau Maghreb a eu peu d'occasions de se réjouir durant cette Coupe du Monde sur le plan résultat, sur le plan émotion, on va dire qu'il y en a eu, que ce soit positive ou négative. Mais sur le plan résultat, ce passage maghrébin de la Coupe du Monde ne restera pas dans les annales. Ouais, ça, de toute façon, je vais te dire, on peut l'étendre à l'ensemble des représentants africains ou dans l'ensemble. Mis à part peut-être un peu le Sénégal, on l'a vu avec PM, mais dans l'ensemble, c'est quand même extrêmement décevant, hein. Malheureusement, oui. Le bilan est famélique. Ouais. Et donc, écoute, on va en parler de ce bilan et on va commencer, si tu le veux bien, par le Maroc, qui est peut-être celui qui a, entre guillemets, le plus de regrets, alors que si on s'en tient, on va dire juste au point de vue, tu vois, des statistiques et du résultat, si on regarde le classement qui est publié suite à la compétition, c'est l'avant-dernier, hein, pour les pays africains. Il n'y a que l'Égypte qui fait pire, puisque le Maroc n'a pris qu'un point. Mais on a la sensation pour le Maroc que finalement, c'est pas passé bien loin. Et quel bilan on en fait du côté marocain de ce parcours russe? C'est assez paradoxal parce que le ressenti de l'opinion publique est divisé en deux parties bien distinctes. Il y a des gens qui retiennent les années de vache maigre au début des années 2010 où le Maroc sortait vite de la CAN, ne participait pas aux Coupes du Monde. Là, non seulement Hervé Renard en un an est arrivé à rendre cette équipe populaire, à faire aimer, faire aimer la sélection aux Marocains. Cette dynamique qui avait commencé dans les qualifs s'est prolongée durant la Coupe du Monde où, malgré le match très mal négocié face à Lyon, il y a eu 2 duels, 2 bras de fer homériques face au Portugal et à l'Espagne. Ce côté belle capacité à se procurer des occasions qui malheureusement pêchait dans la finition, mais sur le bilan, même s'il y avait quand même un petit peu de catastrophisme
après le premier match, il y a beaucoup de gens qui ont vibré après les 2 suivants. Et il y a une partie un petit peu plus pragmatique, je pense aussi, qui fait partie un peu des anciens, qui retiennent un peu en modèle le parcours de 1986 où le Maroc avait fini premier de sa poule, avait joué un 8e sacrément costaud. Cette partie-là de la population dit oui, c'est beau, on a vibré, on a eu des émotions, tout ce que tu veux, mais à l'arrivée, on ressort avec un point et on ne peut pas s'empêcher de ressentir de la frustration vis-à-vis du bilan comptable alors qu'il y avait possibilité de faire mieux. Et d'un autre côté, tu l'as mentionné, hein, Hervé Renard, lui, il a quand même, bien insisté, sur le fait que le Maroc était venu surtout apprendre et a beaucoup appris dans cette compétition et tu l'as souligné, hein, cette capacité à se procurer des occasions et à pas les transformer. C'est typiquement, ce qu'on peut dire d'une nation qui, je vais le dire de manière peut-être un petit peu, provocatrice, mais, qui découvre le très, très haut niveau et c'est ce qui a manqué au Maroc sur cette compétition parce que dans le jeu, ils étaient là quand même. Bah, au fond, ça reste un petit peu logique parce que Hervé Renard a façonné cette équipe d'abord dans un premier temps en mettant des travailleurs de l'ombre, pour reprendre l'expression d'un de mes collègues spécialistes du foot marocain, Reda El Ali, les travailleurs de l'ombre qui avaient brillé lors de la CAN 2017. Par la suite, il y a eu une touche technique un petit peu plus rajoutée en ramenant Ziyech, en faisant reculer Balanda, etc. Mais finalement, cette équipe s'est construite durant l'année 2017 et a en définitive un vécu commun qui faisait que la découverte d'un sommet international à très haute altitude pouvait induire, en particulier si les solutions offensives au poste de neuf étaient pas nécessairement profilées pour savoir comment finir les actions, c'est un petit peu logique. C'est logique au final de voir cette équipe jouer un football plus chatoyant qu'au début 2017, mais pas arriver à transformer les occasions. Et ce qu'il y a aussi de très important chez Renard, c'est l'affect. On l'a vu très ému à la fin des 3 matchs et qu'il s'attache beaucoup au groupe. Il passe dans tous les pays où il est passé, il y a vraiment quelque chose qui se crée au niveau de l'échange d'émotions et de la manière avec laquelle les joueurs s'impliquent. Et ça restera un des principaux succès. Le symbole étant les 2 matchs héroïques que Nordin Amrabat a fait après sa commotion contre l'Iran, où il frappe la transversale contre l'Espagne, il fait des débordements hallucinants. Il y a eu des Nordin Amrabat fax, comme il en a existé pour Chuck Norris. C'était le nouveau héros. Et ça restera un des symboles quand même de cette campagne marocaine, c'est que quand même ça a généré des émotions positives. Ouais, et tu parles donc de générer des émotions, tu montres des exemples, tu nous expliques donc effectivement que entre guillemets, ce groupe est jeune ensemble, dans son vécu ensemble, et tu vois où je vais en venir sur la question qui arrive. Oui. Que va-t-il se passer maintenant pour le Maroc? Qu'en est-il de l'avenir d'Hervé Renard? Parce que très franchement, on a vraiment, je pense, tu vas me dire, hein, si c'est le sentiment général, on a quand même bien envie que cette histoire continue quelques années supplémentaires. C'est le sentiment qui prédomine. Il y a le regain d'espoir justifié aussi par la déclaration de Renard cette semaine qui a voulu réagir aux sollicitations, aux rumeurs de sollicitations de la sélection égyptienne et de la sélection algérienne, où il a dit que si jamais il doit partir du Maroc et que l'aventure ne continue pas, ce ne sera pas pour aller chez un concurrent direct du continent et que du coup il y a peu de risques de le voir avec une autre sélection que le Maroc s'il reste pour la CAN 2019. Mais la CAN 2019, c'est demain. C'est dans moins de 11 mois. Et c'est vrai que pour la continuité, ce serait mieux que Renard reste pour finir ce qu'il a commencé. D'une part, essayer de voir ce qui va se passer avec Benatia, parce que Benatia avait eu quand même des propos un petit peu critiques envers ce qu'il avait nommé l'entourage de la sélection avant le dernier match. Il y a aussi des interrogations sur justement ce que vont faire les joueurs cette saison en club, parce que du coup, là, pour la première fois, la CAN n'est pas en cours de saison, mais à la fin de la saison en juin. Donc du coup, l'interrogation, c'est est-ce que certains cadres, vu qu'ils changent de club, est-ce que la continuité va être bonne? Bon, là, il y a les interrogations sur le mercato pour Ziyech, mais deux des remparts solides de l'équipe type, c'est-à-dire Nordin Amrabat et Karim El Hamadi, ont signé d'ores et déjà dans des clubs saoudiens. Alors, pour le coup, l'exemple Boussoufa montre que même si un joueur évolue dans les pays du Golfe, il peut ne pas y avoir un problème vraiment à la compétitivité, mais il faut voir
il faut voir ce qui va se passer pour ces joueurs-là, s'ils peuvent se maintenir. Normalement, pour les qualifs, ça va pas poser de problème. Et aussi, pour le poste de numéro 9, est-ce que Hazaro va rester en Égypte? Est-ce que Ayoub El Kaabi, le tube de l'hiver 2018, est-ce qu'il va s'adapter en Chine? Il reste beaucoup d'interrogations. Ce serait bien que ce soit Renard qui reste pour qu'il y ait de la continuité là-dessus. Ouais. Eh bien, écoute, on va suivre le futur de cette sélection marocaine avec attention et le devenir de ces joueurs parce que certains et beaucoup vont rester sur la planète Hello. Donc, c'est cool pour nous. Ça va nous permettre de continuer à les suivre. Et donc, ce que je te propose, c'est d'aller parler d'un autre maghrébin. Alors, celui-là qui te tient bien à cœur et je pense qu'on va monter d'un cran dans l'émotion. Tu parlais d'émotion avec Hervé Renard. On va parler évidemment de la Tunisie. Alors, la Tunisie finit mieux que le Maroc au niveau du classement parce que la Tunisie a finalement réussi à battre Panama. Mais tu vas nous le dire, il semble quand même que le bilan tunisien est bien moins encourageant que le bilan marocain et même quelques semaines après l'élimination. Ce qu'on retient principalement, c'est quand même une grande déception et un sentiment de gâchis parce que même par définition, vu que ça faisait 12 ans que la Tunisie n'avait pas joué de Coupe du Monde, il y avait des attentes importantes, des attentes un peu atténuées par les deux absences principales qui ont fortement handicapé le groupe, c'est-à-dire l'absence de Youssef Msakni, qui était le principal créateur d'occasion de cette équipe, et l'absence de Kenissi qui enlève pas mal d'options au poste de numéro 9 et qui a malheureusement révélé que niveau attaquant de pointe, on était quand même assez pauvre là-dessus. Finalement, c'est Kazri qui s'est collé. Les attentes ont été renforcées par la bonne impression laissée lors des matchs amicaux. Et finalement, les deux premiers matchs contre l'Angleterre et la Belgique ont révélé toute une série de carences à certains postes dans la gestion de match. On a revu des choses qu'on ne pensait pas revoir, c'est-à-dire vraiment une équipe recroquevillée contre l'Angleterre qui attendait simplement la fin du match pour tenir son match nul, qui a eu peu d'incursions dans le camp adverse. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'erreurs individuelles contre la Belgique qui ont complètement fait exploser l'arrière-garde. Le fait, et ça on s'y attendait pas vraiment, enfin disons qu'on espérait qu'il y ait eu une progression là-dessus, c'est que la Tunisie montre des carences sur plein de détails, des petits détails qui au niveau ne pardonnent pas. Qui c'est qui prend le brassard en cours de match? Pourquoi c'est le troisième gardien qui rentre à la place de Moez Hassen contre l'Angleterre? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blessés et de joueurs en méforme suite à la préparation? Ce sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal maîtrisées, qui ont mal été gérées et qui, au final, donnent un bilan, même si la victoire acquise contre le Panama permet enfin de glaner 3 points pour la première fois depuis 1978, il y a quand même un sentiment de gâchis. Ouais, et puis on parlait d'une bonne dynamique pour le Maroc, entre guillemets, avec la volonté maintenant d'essayer justement de capitaliser sur les prestations mondiales et sur l'apprentissage. On a la sensation que la Tunisie, elle, n'a pas forcément appris grand-chose, mais surtout est un vaste chantier. Et justement, je parle de chantier. Pareil, que va-t-il advenir de cette Tunisie? On sait que le sélectionneur, normalement, il ne va pas tenir. Il a d'ores et déjà signé avec El Douail au Qatar, le club de Youssef Msakni. Il s'est déjà engagé, donc son contrat est d'ores et déjà terminé avec la sélection. Donc voilà, que va-t-il, enfin voilà, quelles sont les pistes pour le futur de la Tunisie? On a l'impression qu'on va repartir à zéro, j'ai presque envie de dire une fois encore. Cela serait dommage parce que malgré tout, il y a quand même quelques satisfactions à retenir. On va dire que l'intégration des binationaux qui sont arrivés en mars s'est plutôt bien déroulée, que ce soit dans l'apport sur le terrain ou que ce soit dans l'état d'esprit. Quand on voit Moaz Hassen, Ilyes Kiri, Seyfeddine Kawi qui ont quand même marqué une belle présence, une belle implication. Ce sera avec eux qu'il faudra construire la suite. Le constat est valable aussi pour Dylan Brown qui lui aussi a quand même eu un bon rendement, a été solide défensivement. Il a eu cette blessure qui était un crève-cœur contre la Belgique, mais il a déjà affirmé sa détermination à continuer. La confirmation que Kazri et Sliti sont quand même des éléments indispensables pour la construction offensive. On va voir ce qui va advenir du retour de blessure de Msakni. Il y a quand même de belles satisfactions. Après, pour le reste de l'effectif, il y a aussi le constat que ce soit les joueurs qui jouent dans le golf ou les joueurs locaux, il y a une vraie baisse sur beaucoup d'aspects qui marque un petit peu le déclin des clubs dans les compétitions africaines depuis quelques années.
Et il va falloir que le nouveau sélectionneur arrive à la fois à relancer le vivier local pour qu'il puisse avoir un rendement suffisant et aussi consolider les satisfactions qu'il y a eu et les cadres sur lesquels on va pouvoir compter. Oui, il y a un vrai travail de fond, un travail de bâtisseur. On a déjà des pistes sur la succession ou absolument pas? Les quelques échos qui circulaient faisaient état peut-être d'une volonté cette fois-ci de remiser sur un sélectionneur local plutôt que d'aller chercher à l'étranger. Il y a eu le serpent de mer, Fawzi Benzarti, qui serait soi-disant sollicité pour un 27e comeback à la tête de la sélection, qui est actuellement en poste au Wydad Casablanca, mais on le connaît, il est capable, peu importe des engagements et des contrats, s'il a un challenge qui l'intéresse, il est capable de tout plaquer, même s'il avait dit qu'il y avait peu de chances qu'il revienne en Tunisie dans un court terme. Enfin, il avait parlé des clubs. Hormis ça, peu de noms ont circulé et on va pas se mentir, à moins de 10 mois, le flou persiste. On va surtout surveiller attentivement les prestations des joueurs en club. Normalement, pour les qualifs, ça va être facile parce qu'il y a deux pays qualifiés sur les 4 et la Tunisie avait d'ores et déjà commencé sa campagne correctement en battant l'Égypte en juin 2017. On va surveiller surtout les situations personnelles des joueurs et en particulier si certains locaux peuvent trouver des destinations qui sont plus conformes à ce qu'ils peuvent faire. Je prends un exemple simple, celui de Yacine Meria, le défenseur central, qui a failli aller à Strasbourg cet hiver, mais ça a capoté au dernier moment, qui a failli aller à l'Olympiakos Le Pirée dans la semaine, mais ça a capoté au dernier moment. Là, les négociations sont en cours. Pour la progression d'un tel joueur, ce serait bien qu'il puisse avoir enfin une porte de sortie. Ouais, il va falloir trouver un club d'un niveau plus huppé pour progresser. Bah, écoute, on suivra ça évidemment avec attention. On suivra ça notamment à travers les écrits et à travers les podcasts Efrikia. On va en rester là pour la Coupe du Monde 2018, mon cher Farouk, malheureusement avec beaucoup de déceptions, mais c'est ainsi. On se retrouvera donc tout au long de l'année sur le site, dans le magazine et sur les podcasts. Avec grand plaisir. Donc, je te dis donc à la prochaine. Merci Nicolas, à la prochaine. Direction l'Est. Maintenant, on va quitter l'Afrique et se déplacer vers les contrées asiatiques et cette énorme confédération qu'est l'AFC. On va se concentrer bien évidemment sur nos représentants à nous, nos Asiatiques à nous, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon, avec pour tous trois bien plus de satisfaction que de déception. Et pour débuter notre séquence asiatique, on va démarrer tout au sud de l'Asie, anciennement Océanie. Alors je ne vais pas commencer, même si bon, quand même. On va débuter par celui qui a croisé la route des champions du monde, la route des Bleus. C'était le tout premier match de l'équipe de France. On va donc débuter par l'Australie. Et donc, comme on débute par l'Australie, on débute par toi, Antoine. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut Nico, comment tu vas ? Bon, écoute, moi ça va, tranquille, ça va. Donc voilà, on va faire un petit peu le bilan de nos Soqueros en Russie 2018. Justement, c'est la question que je vais te poser, la question avec laquelle je démarre pour tous les intervenants. Avec le recul, on savait que les conditions étaient particulières pour cette Australie-là, puisque Van Marwijk n'était là que pour faire sa pige de 3 matchs de Coupe du Monde, voire plus si affinité, même si on n'y croyait pas trop. Qu'est-ce qu'on retient finalement du point de vue des suiveurs, du point de vue des supporters, de l'Australie donc en général? Que retient-on de ce parcours russe? Déjà, on retient la chose qui est non, l'Australie, c'est pas une nation kick and rush. Enfin, du moins, elle ne l'est plus depuis les années, ou depuis je ne sais plus combien d'années. Donc voilà, au moins l'Australie, même en finissant dernière de sa poule, derrière la France, le Danemark et le Pérou, au moins ils auront montré que leur jeu n'est pas du kick and rush, même si le jeu de l'Australie a été très défensif, et donc surtout montrer que c'est pas une passoire à but et qu'on n'allait pas mettre des 6 et 5-0 à l'Australie à chaque match. Enfin voilà quoi, l'Australie non, n'est pas une nation du kick and rush, ils proposent au moins un jeu. Donc là c'était le jeu de Van Marwijk, très loin de la philosophie du jeu de possession
d'Ange Postecoglou, mais voilà, au moins là-dessus, sur le plan international, l'Australie s'est montré qu'elle pouvait tenir tête à une France qui commençait la Coupe du Monde, à un Pérou, même s'ils ont perdu 2-0 de façon nette et précise, et tenir tête au Danemark. Donc c'était là-dessus, internationalement parlant, c'est un bon point. Après, nationalement parlant, ça reste quatrième de poule de Coupe du Monde. Ouais. Et surtout au classement général, hein, une 30e place sur 32. Hein, il n'y a que Égypte et Panama qui sont derrière l'Australie. Donc forcément, ça pique un petit peu. Mais bon, est-ce qu'on pouvait s'attendre franchement à autre chose? Je pense qu'on ne s'attendait pas franchement à voir l'Australie sortir de ce groupe. Bah, c'est sûr. Après, nationalement parlant, ils espéraient au moins taper, on va dire, être très proche de la deuxième place. Mais après, parce que c'était le fait que Van Marwijk était un ancien finaliste, il a apporté une rigueur défensive très forte. On a pu voir que Trent Sainsbury et Mark Mulligan ont fait une très bonne Coupe du Monde malgré la quatrième place. Donc voilà, ils espéraient, et puis c'est surtout, ils espéraient sportivement parce que voilà, une belle prestation nationale en Coupe du Monde pour des pays où le football est toujours en développement, c'est très bon. Mais c'est surtout pour la fédération ramener énormément d'argent. Je ne vais pas donner les chiffres exacts, mais la fédération, en ne se qualifiant pas pour le huitième de finale, a perdu des millions d'euros, des millions de dollars. Oui, et on sait que ça compte dans un pays, comme tu l'as dit, qui se développe. Et justement, on parle de développement. Alors, à la différence de certains pays où on ne sait pas encore ce qu'il va advenir en termes de qui sera à la tête de la sélection, vers quelle direction va prendre la sélection, pardon. Pour l'Australie, on sait qui arrive, on sait que Van Marwijk, on l'a dit, hein, tu l'as bien répété dans les différents podcasts, on l'a bien répété aussi dans les différents papiers de présentation. On sait que le contrat de Van Marwijk s'est arrêté à la défaite 2-0 face au Pérou. On sait que Graham Arnold arrive. Que peut-on attendre maintenant de l'Australie, sachant que la prochaine échéance arrive très très vite? C'est la Coupe d'Asie en janvier. Quels sont les chantiers de cette Australie? Que peut-on en attendre? Est-ce qu'il y a un héritage quand même de cette Coupe du Monde pour les Socceroos? Bah, déjà, c'est la première chose, c'est que voilà, Team Cahill c'est terminé. Déjà, c'est la grosse page australienne qui se tourne, donc fini la dernière, on va dire, la page qui a permis à l'Australie d'être en huitième de finale pour la première fois de son histoire. Donc, et où ils avaient échoué contre l'Italie en 2006, avec un penalty qui reste toujours en travers de la gorge des Australiens. Donc voilà, Tim Cahill, en tout cas, Tim Cahill, c'est terminé. Et la retraite de Tim Cahill lève un gros dossier pour Graham Arnold, qu'il a tout de suite pris en main. C'est voilà, il faut un attaquant pour la sélection australienne. Oui, Tommy Juric est bon, mais non, Tommy Juric n'est pas l'attaquant providentiel. Voilà, les Australiens, Graham Arnold veut un attaquant de la même stature que Tim Cahill. Pas de stature, carrure, aura ou une carrière à la Tim Cahill, mais un type qui plante un but au moins tous les 2 ou 3 matchs. C'est ça en fait son truc. Et de toute façon, il est appuyé par donc, un ancien Socceroos qui est aujourd'hui entraîneur de Brisbane, donc John Alwazi, qui dit voilà, on doit donner plus de chance aux attaquants australiens. Quand on a besoin des attaquants australiens, on fait des très bons milieux. On va citer Tom Rogic, Aaron Moy, Massimo Liongo, Maïje Ginac. Ça, ceux-là, ils sont connus. On arrive à les sortir et les exporter en Angleterre. Ils font des bonnes carrières. Au niveau des gardiens, c'est pareil. On a une très bonne école de gardiens. Matty Ryan, Brad Jones, Denis Vukovic. Mais voilà, en termes d'attaquants, bah voilà, il y a Tim Cahill et derrière, ben, en fait, il y a encore besoin de Tim Cahill. Quoi. Il a 40 ans. Ben, il était là pour qualifier l'Australie quand il marque contre la Syrie. Quand il rentre, l'équipe n'est plus la même. Donc on a Tommy Juric, mais Tommy Juric, ça reste ça a du 50-50. Il ne va pas marquer pendant 5 matchs. Puis il y a des ailiers, il y a Mathieu Leckie qui va être important. De l'autre côté, on Qui a a fait une très bonne Coupe du Monde, faut le oui, dire. qui a fait une très bonne Coupe du Monde, qui est toujours là. Il joue au Hertha Berlin en Allemagne, il est présent, il joue dans une grande compétition. De l'autre côté, on a Robbie Kroos qui est encore là, qui a marqué 5 buts en 70 matchs, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, après, derrière, on a Daniel Arzani, qui est plus jeune joueur du mondial, derrière Kylian Mbappé, qui va probablement rejoindre un grand club européen. Voilà, donc Graham Arnold, il va gérer tout ça. Mais voilà, la prochaine sélection australienne, ce sera de la défense. Graham Arnold, il a une rigueur défensive aussi et beaucoup d'agressivité. Donc, on va probablement retrouver quelque chose
semblable à Van Marwijk et au Sydney FC, donc le club qu'il a entraîné pendant quelques années et où il est sorti 2 fois champion de saison régulière. Mais voilà, donc là, Graham Arnold, son projet, voilà, on a la Coupe d'Asie en janvier 2019, il nous faut un attaquant. Et donc là, le meilleur attaquant en ce moment, en termes de stats et tout ça, ça reste Jimmy McLaren qui a été mondialiste, mais mondialiste sur le banc, mais qui a quand même fait grosse impression à Van Marwijk. Oui, On va puisque dire, en on précédent. rappelle, oui, puisqu'on rappelle qu'à la base, il n'était pas dans les 23 et qu'il Oui, il n'était pas dans les 3. il s'est imposé au fil des entraînements parce qu'il est arrivé au départ pour pallier la possible absence de Juric, si je me rappelle bien, Oui. et il s'est installé dans les 23. Écoute, C'est ça. on va voir ce qu'il va devenir. Il faut quand même rappeler pour nos auditeurs et pour les gens qui ne suivent pas forcément l'Asie de manière très très proche que l'Australie va se présenter à la Coupe d'Asie en tant que tenant du titre. Donc, il y a quand même un titre à défendre. Il va falloir l'assumer, ce statut, pour Graham Arnold. Bah, tout à fait. Après, voilà, Graham Arnold, lui, s'appuie déjà sur la défense. Donc, défensivement, on a un gardien au top, qui joue en première ligue, Matty Ryan. On a Trent Sainsbury qui va probablement rejoindre l'Angleterre. Donc, là, le dernier club en date, c'est QPR. On a Mark Milligan qui pourrait encore tirer 6 mois avant de prendre sa retraite. On a des latéraux qui peuvent faire l'affaire. Voilà, défensivement, il y a moyen de défendre son titre. On va jouer contre la Jordanie, la Syrie en phase de poule. Ouais, ça devrait aller, ouais. Donc ça devrait aller, mais voilà, après l'Australie, il faut 20 occasions pour marquer un but. Donc, écoute, s'il a que ce ça. chantier-là, Graham Arnold, il part voilà, pas en de tout zéro. cas, Bon, l'avantage, il a on un sait qu'il chantier à part pas faire. de zéro. On sait qu'il part pas de zéro. Oui, voilà. Et donc, écoute, on va suivre ça, hein, puisque bien évidemment, indépendamment du championnat qui reprendra en fin d'année, on suivra avec attention cette Coupe d'Asie 2019 qui se déroule en janvier aux Émirats. C'est ça. Et donc, on va en rester là pour cette Coupe du Monde 2018 de l'Australie. Et donc, je le rappelle, hein, cette triste 30e place, même si, bon, on n'avait pas de vrais grands objectifs pour l'Australie. Je vais donc te remercier, Antoine, hein, d'avoir Eh ben, y a pas de quoi. participé au podcast et par ces articles à nous faire découvrir un peu plus et nous faire suivre cette équipe d'Australie. Et puis, je te donne rendez-vous, non, d'une part sur le site, mais aussi dans les prochains podcasts 100% Asie. Exactement. À plus. Après l'Australie, on va donc aller en Asie, la vraie Asie pour certains. Ça y est, d'entrée, je troll Antoine qui n'est plus là. On va rejoindre Baptiste pour évoquer les cas du Japon et de la Corée du Sud. Salut Baptiste, comment vas-tu? Salut Nico, moi ça va bien et toi? Écoute, ça va bien, tranquillement. Écoute, on va voir avec toi donc les parcours des deux autres Asiatiques présents dans cette Coupe du Monde, enfin les deux autres que l'on suit habituellement. Et on va commencer, si tu le veux bien, avec celui qui a fait le meilleur parcours au final. Peut-être pas celui qu'on attendait le plus, mais qui au final s'en tire avec un superbe parcours. On va commencer donc avec le Japon. Voilà, avec la question que je pose à tous les intervenants, la première question traditionnelle. Avec le recul, maintenant que l'élimination a été digérée, que la Coupe du Monde est terminée, qu'en reste-t-il au Japon de ce parcours? Quelle est l'analyse qui en est faite a posteriori? L'analyse, ce qu'il en reste, c'est la fierté, parce que le Japon, personne n'imaginait, donc comme tu l'as dit, que le Japon pouvait faire quelque chose comme ça. Donc sortir des groupes et même inquiéter la Belgique, parce qu'on le rappelle, il y a eu le but à la toute dernière seconde, avec une équipe. C'était complètement le flou. Donc, on a eu pendant le changement de coach, Vaïd est parti, Nishino est arrivé. Il a eu 3 matchs pour faire une équipe et puis finalement, ça s'est bien passé. Donc, ce qui est analysé, c'est que les patrons qui n'avaient pas répondu régulièrement présents sous Vaïd Halilhodžić, donc à savoir Honda, Azebe, Kagawa, Nagatomo aussi, ces patrons-là se sont révélés sous Nishino, donc c'est-à-dire qu'ils avaient sans doute besoin de travailler avec quelqu'un en qui ils avaient confiance, qui les comprenait, qui les connaissait, plutôt que d'avec un coach étranger avec qui ils partageaient sans doute très peu de choses. Il n'y a pas de sans doute, on est même certain. Et ils ont quand même porté l'équipe. Après, il y a aussi d'autres joueurs qui ont très très bien joué, comme Shoji, comme Inui ou même Haraguchi. Mais voilà, c'est les patrons qui ont répondu présent. Et ça, le Japon le souligne parfaitement, d'autant plus que ceux-là ont annoncé donc, la fin de leur carrière internationale. Donc Azebe et Honda, Kagawa pas encore, Nagatomo non plus, mais Azebe et Honda, donc 2 icônes, ont arrêté. Donc le Japon est très très fier et voit l'avenir, on en reviendra juste après, mais au beau fixe pour leur équipe.
Et ben justement, on va l'aborder l'avenir. Tu viens de le dire, les patrons ont pris en gros, les patrons ont pris la sélection en main. 2 de ces patrons-là sont partis. On ne sait pas encore pour les autres, tu l'as très bien dit. Du coup, l'avenir s'articule comment? Et même à la tête de la sélection, quel est l'avenir de ce Japon? On sait, on va en reparler, hein, on va en parler aussi avec la Corée du Sud derrière. Il y a la Coupe d'Asie qui va arriver très, très vite. Quel est l'avenir pour cette sélection du Japon? Donc déjà, il va falloir trouver un coach, puisque visiblement Nishino ne sera pas gardé à la tête du Japon, mais ça, c'est une demande de sa part, d'après ce qui circule, c'est que bon, quand Vaïd est parti, c'est lui qu'on était cherché alors qu'il était l'équivalent du DTN donc, au Japon, et il aurait demandé à la fin de la compétition de retrouver ce poste et de laisser donc un autre technicien prendre la tête de l'équipe. Donc là, la GFA est en charge d'un coach. On a parlé énormément de Klinsmann, qui lui-même a démenti toutes les rumeurs. On a eu aussi la petite rumeur Wenger. Et là, la toute dernière en date, c'est celle de Hajime Moriyasu, qui est l'actuel entraîneur des espoirs et qui pourrait donc être annoncé comme le prochain sélectionneur. Donc, on garderait un entraîneur local pour prendre donc la tête de l'équipe. Ensuite, au niveau des joueurs, donc on sait là déjà que Honda c'est terminé, Azebe c'est terminé, mais le Japon a une génération qui arrive qui est plutôt agréable. On pense à Shoya Nakajima qui, là, maintenant qu'il n'y a plus Honda, devra avoir un boulevard devant lui. C'était même une surprise qu'il ne soit pas pris à la Coupe du Monde. On a aussi Ritsu Dohan qui joue, lui, aux Pays-Bas, qui a seulement 19 ans et qui est un très bon joueur et qui devrait lui aussi intégrer l'équipe. On a aussi Hidiguchi, s'il arrive à s'en sortir en Espagne avec son affaire à Leeds. Toujours une histoire de permis de travail, il peut pas jouer en Angleterre parce qu'il n'a pas le permis de travail, donc il est prêté dans des clubs un peu partout. Donc là, actuellement, il est en Espagne, où il joue pas trop. Visiblement, ça se passe pas bien avec l'entraîneur. Mais voilà, le Japon a des joueurs derrière qui arrivent. Ils ont toujours certains qui vont rester. Kagawa devra encore continuer et faire la Coupe d'Asie, je pense. Il y a encore Nagatomo. Il y a encore de quoi faire. Il y a une bonne équipe suffisante pour aller jouer quelque chose à la Coupe d'Asie. Et puis le principal objectif, bien évidemment, ça va être les JO de Tokyo en 2020. Donc pourquoi pas voir déjà certains jeunes avoir du temps de jeu avec l'équipe première pour commencer à s'aguerrir et ensuite arriver à Tokyo avec déjà une bonne expérience au niveau international et pouvoir faire un exploit, chercher une médaille. Voilà. Donc il y a un héritage qui va rester en tout cas, qui est de ne plus faire appel à des sélectionneurs étrangers et de s'appuyer sur le local, parce que le local fonctionne plutôt bien au final. Et bien justement, on va parler de local aussi parce que c'était un petit peu le cas en Corée du Sud et on va voir justement, on est un petit peu dans la même mouvance, hein, j'ai envie de dire. La Corée du Sud, elle, n'a pas fait le même parcours que le Japon, mais la Corée du Sud a sorti tout simplement le champion du monde en titre. Alors j'imagine que c'est la principale chose que l'on a retenue sur le parcours sud-coréen et qui a effacé toute possible déception, j'imagine. Alors, effacer toute déception, non. Mais le fait de battre l'Allemagne, donc le champion du monde, et l'empêcher de se qualifier, même alors que la Corée ne pouvait plus se qualifier, puisque le deuxième but mis à la 94e ou quelque chose comme ça, alors que l'autre match, il y avait déjà un boulevard pour les Suédois, ça a donné énormément de fierté aux Coréens. Ils ont pris 2 matchs dans la tronche où ils ont vu une équipe qui était complètement nulle. Il n'y avait pas d'autres mots. Ils ont commencé un petit peu pour certains à se désintéresser. Et puis là, le match de l'Allemagne, ça les a. Ils ont battu les Allemands. Ça a créé un énorme engouement autour de certains joueurs comme Cho Yun-woo, le gardien. On a vu même. Il n'y a pratiquement pas eu de pause entre le match de l'Allemagne et la reprise des championnats. Il y a eu une semaine et tout de suite la semaine d'après, les Coréens on a vu une augmentation du nombre de personnes dans les stades de 15%. C'est énorme. Voilà. Donc les Coréens ont vibré, juste sur un match, ont énormément vibré. Après, la déception, elle existe parce que Shin Tae-yong a quand même fait une campagne on va dire de pub pour son fameux plan, on va réussir à passer, etc. Au final, ça n'a absolument pas marché. Ça aurait pu, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Et donc, il a pris beaucoup de critiques de beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a eu certains supporters, donc une minorité, qui ont jeté des œufs aux joueurs quand ils sont revenus de Russie. Donc, c'est
minorité, hein, ils étaient 2 ou 3, mais ça montre que, voilà, même s'ils Ouais, ont il n'y a pas battu les Allemands, l'unanimité, il y a pas voilà, l'unanimité il y a autour du parcours. ouais, c'est ça. Tout le monde n'est pas, voilà, on a battu l'Allemagne, c'est génial. Non, tout le monde a bien pris conscience qu'il y a des joueurs qui ont du potentiel et qui sont bons et que Shin Tae-yong les a complètement, gâchés. On pense là à Lee Seung-woo personne n'a compris pourquoi il n'avait pas joué à la place de Moon Sun-min. Voilà, donc ça quand même c'est mitigé. On va être Ouais. content d'un résultat, mais après sur la façon, c'est vrai que Shin Tae-yong n'a pas du tout convaincu et vraiment, c'est vraiment sur lui que ça se porte, hein. C'est pas sur les joueurs, c'est vraiment sur le sélectionneur. Et donc justement, on va rebondir là-dessus, puisque tu as aussi évoqué cette dynamique qui avait l'air, enfin voilà, il y a eu un engouement qui est né, façon de parler. C'est peut-être pas le bon terme, dire que l'engouement est né, mais quand même qui voilà. Justement, maintenant, il va falloir surfer sur cette dynamique. Comment ça va se passer au niveau de la sélection? Quel est l'avenir? Là aussi, il y a la Coupe d'Asie en janvier, la Corée du Sud est forcément dans les favoris quand il y a une Coupe d'Asie qui arrive. Voilà, quel est, au niveau de la fédération et de la sélection, on est dans quelle dynamique maintenant pour surfer sur cet engouement? Alors là, ils sont en train donc eux aussi, ils vont chercher un nouveau coach parce que Shin Tae-yong n'a pas été prolongé, mais il il reste quand même candidat à sa succession. Voilà, c'est quelque chose d'assez drôle, hein. Ils ont dit: «Non, tu es pas prolongé, mais ton CV, on va quand même l'étudier, au cas où». D'accord, donc voilà, on est un peu dans du grand n'importe quoi. On a des noms qui circulent pour prendre la tête, des guerriers Taeguk. On a eu, Scolari, après ça a un petit peu démenti, après c'est revenu en disant que les agents voulaient parler avec la fédération, donc un peu un flou. Il y a André Villas-Boas, qui serait lui dans une shortlist. Il y a aussi Osario, bon ça, moi j'y crois pas beaucoup. Mmh. Et puis il y a eu, Vahid Halilhodžić, mais à mon grand soulagement, la KFA a démenti tout accord avec Halilhodžić et j'espère que c'est pas une diversion pour au final qu'il soit là. Donc voilà, pour le moment on est dans le flou, on ne sait pas trop qui va être le sélectionneur. Ça devrait, d'après si j'ai bien compris, il va y avoir une réunion demain au niveau de la KFA pour en dire un peu plus. Donc c'est à suivre. Et voilà, donc l'objectif sera bien évidemment la Coupe d'Asie 2019, même si avant il s'intéresse plus aux Jeux asiatiques là, qui arrivent en août, parce que bien évidemment Son Heung-min et d'autres joueurs comme Lee Seung-woo, Wang Hee-chan, etc., ils participent pour essayer d'avoir une exemption de service militaire. Et on se pose donc tous la question, Son Heung-min participe à cette compétition, est-ce qu'il doit participer à la Coupe d'Asie? Ouais, ça sera peut-être l'un ou Voilà. l'autre. C'est Écoute, voilà, c'est peut-être l'un ou l'autre. Et puis on a aussi Ki Sung-young, le capitaine, qui ne sait pas trop. Est-ce qu'il prend sa retraite? Est-ce qu'il la prend pas? Voilà, il est encore en train d'y réfléchir. Donc la Corée pourrait changer un petit peu de visage, c'est-à-dire peut-être sans doute mettre de côté une génération Ki Sung-young ou Ja-chol pour faire venir une nouvelle, les plus jeunes. Enfin pour le moment on les a pas vus au milieu de terrain, mais on pense notamment à Lee Chang-min, à Lee Jae-sung qui pourrait devenir le patron de l'équipe. Voilà, ce genre de choses. Eh bien, écoute, on va suivre ça dans les semaines et dans les mois à venir, bien évidemment, parce qu'on suit la Corée du Sud, comme on suit le Japon, grâce à toi. Et donc, bien, écoute, on va en rester là pour cette Coupe du Monde russe pour nos deux Asiatiques de l'Est. Et nos deux vrais Asiatiques, allez, j'en remets une couche pour Antoine. Et puis, je te remercie bien hein, de ta présence sur les podcasts et sur Hello. Et je te donne bien sûr rendez-vous toujours sur Hello, que ce soit sur le site, dans les podcasts et même sur le magazine. À la prochaine, Baptiste. Salut. Quittons l'Asie désormais et continuons notre parcours du globe d'ouest en est. On va se déplacer à l'est donc de l'Asie, à l'ouest de l'Europe. Ça y est, je sais que je vous ai perdu. Direction l'Amérique du Nord avec nos 3 représentants de la CONCACAF. Pour l'un, une tradition respectée. Pour le deuxième, une immense déception. Et pour le troisième, un magnifique apprentissage. Not anymore. No flow hotter, born like globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in all water. Style lit, I'm stylish, so stylish, I get it. Cool, handsome and smooth, that equals coquettish. My music is your fetish, a fantasy, a make-believe. Et donc, on va commencer pour la CONCACAF avec le Mexique de Diego. Diego, salut, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va plutôt, hein, avec ma deuxième nation qui remporte la Coupe du Monde. Donc, Ouais, on s'en sort bien finalement, Turello, hein, avec la France, parce que sinon, pour certains, on aurait bien déprimé quand même. la solution de repli.
C'est exactement ça. Et donc, ouais, on va analyser un petit peu ce qu'a fait ce Mexique dans cette Coupe du Monde. Alors, on l'avait dit dans les podcasts précédents, on l'avait dit en tout début de compétition, et Juan Carlos Osorio, qui est mieux placé que nous, l'avait aussi dit. L'objectif pour le Mexique, c'était le 5e match. C'était donc un quart de finale. Il avait été pas mal critiqué après avoir annoncé cet objectif-là. Et au final, le Mexique n'aura pas vécu le 5e match. La faute forcément à un adversaire trop coriace rencontré en 8e, le Brésil. Alors, on a déjà expliqué les raisons de cette défaite-là. Mais maintenant que voilà, on a pris un petit peu de recul, maintenant que le temps a coulé depuis l'élimination du Mexique, quels sont au pays, qu'est-ce qu'on retient du parcours du Tri dans cette Coupe du Monde russe? Eh bien, on n'était pas sur Hello moi, je n'étais pas sur Hello il y a 4 ans, ni il y a 8 ans. Hello n'existait pas il y a 12 ans, il me semble, ni il y a 16 ans, mais en fait, l'analyse pourrait être la même presque sur toutes les compétitions. Le Mexique rêve de son 5e match et le Mexique n'arrive pas à passer ce fameux match. Les raisons sont multiples. La première reste le talent, je pense. À chaque fois, le Mexique tombe sur une équipe qui est supérieure à celle qu'elle affronte. Mais il y a certaines équipes qui arrivent à battre des équipes qui sont supérieures à celles qu'elle affronte. Et dans ces cas-là, le mental fait partie des points forts que tu peux développer pour pouvoir te surpasser et créer un exploit. Et le Mexique ne l'a pas fait. Mentalement, il y a encore une limite à franchir. Et finalement, le Mexique ne progresse pas. Alors, peut-être qu'individuellement, certains joueurs progressent. Il y a beaucoup plus de joueurs en Europe, mais le championnat mexicain progresse aussi. Donc, avoir des joueurs mexicains du pays, en tout cas de la Liga MX, n'est pas forcément un problème en soi. Mais la sélection ne progresse pas. Ouais, et tu disais justement, par rapport aux Européens, c'était aussi l'un des arguments d'Osorio, l'un des points sur lequel il avait été pas mal critiqué. Au final, il a présenté, si j'ai bonne mémoire, tu me corriges si je me trompe, mais la sélection que l'on a eue cette année en Coupe du Monde est celle qui a compté dans ses rangs le plus grand nombre de joueurs évoluant en Europe dans l'histoire. Surtout pour le 11, pour le 11. Ouais, surtout pour le 11 de départ. Et justement, puisque tu évoquais, alors il y a effectivement cette barrière mentale qu'il va falloir un jour casser. Alors peut-être que parce que les joueurs commencent à arriver dans des clubs un peu plus huppés, ou on va dire un vœu pieux, c'est de les voir dans des clubs d'un rang supérieur. Je ne pense absolument pas à Memo Ochoa quand je dis ça, quoique. Est-ce que, voilà, par rapport individuellement parlant, on en retient quoi du côté Mexique de cette saison, de cette Coupe du Monde? Il y a quand même eu, il faut le dire, maintenant avec le recul, tu vas me confirmer ou infirmer ça, il y a quand même quelques déceptions sur certains cadres sur cette Coupe du Monde. Oui, c'est évident. C'est pas... Alors déjà, pour en revenir sur les joueurs qui vont peut-être aller dans les clubs plus huppés, il y a 4 ans et il y a 8 ans, il y a certains joueurs qui jouaient dans des clubs vraiment huppés, c'est-à-dire des joueurs qui jouaient la Champions League régulièrement, Manchester, Barcelone, etc. Cette année, finalement, il n'y a aucun joueur qui joue dans un club vraiment majeur. Je dirais que le plus grand club, ce serait Porto, avec Herrera. Voilà, donc finalement, c'est plus en nombre qui jouent en Europe, mais pas forcément dans des clubs d'extrême qualité. Sur des analyses individuelles, oui, tu as pas mal de cadres qui ont déçu, mais finalement, ce sont les cadres, disons, les plus anciens, ceux sur qui on a longtemps compté et qui finalement, même si ils restent sur des Coupes du Monde successives, je pense à Chicharito, c'est pas forcément eux qui ont marqué des points. Hernandez va probablement pas revivre un mondial comme celui-ci ou le dernier. Je pense aussi au milieu de terrain, Guardado, qui était le capitaine durant ce mondial lorsque Marquez ne jouait pas, n'a pas été énorme. Et Herrera, en fait, ça a été en fonction de son... le Mexique était bon quand Herrera était bon, et finalement, le Mexique a failli quand Herrera était mauvais. Finalement, l'analyse individuelle, elle va relever un Salcedo en défense, quand même, qui s'est vraiment montré comme étant le futur patron de la défense, et ça, on n'en était pas certain encore. Évidemment, Irving Lozano, l'ailier, s'il ne fait pas n'importe quoi en tant que nouvelle coqueluche de Mino Raiola, peut devenir un très grand joueur. Et puis, on avait des défenseurs comme Gallardo, comme Edson Alvarez, qui peuvent éventuellement devenir des joueurs piliers de la sélection plus tard. Et justement, comme tu abordes le plus tard, donc tu l'as dit, l'objectif individuel de chaque joueur, ça va être maintenant de bien gérer la suite de sa carrière. On sait que c'est souvent un problème aux Mexicains. On utilise souvent la phrase du pour un Chicharito, on a combien de Marco Fabian ou de Carlos Vela. On va être dans cette dynamique-là, pour ces joueurs-là, comme Gallardo, comme
comme Irving Lozano, on va être, voilà, il va falloir faire attention aux choix qu'ils vont faire dans l'objectif des 4 prochaines années. Et justement, puisque tu évoques l'avenir, au niveau de la sélection, donc à l'heure où on enregistre, on ne sait toujours pas ce qui va advenir d'Osorio. On sait que son contrat arrive à son terme ou est terminé. Je ne sais plus exactement au niveau des dates. Il était prévu pour terminer après le mondial. Donc déjà, le futur, qu'est-ce que c'est? Déjà, le futur, et on est un peu dans le cas de figure de la France il y a peut-être 4 ans. C'est-à-dire que la fameuse génération dorée, qui était celle des Giovanni, des Carlos Vela, qui est plutôt la génération 88-89, va se terminer, un peu comme l'équipe de France, lorsque la génération 87 a définitivement, on avait et l'équipe de France est devenue meilleure. Qui sait, peut-être que la sélection mexicaine va peut-être progresser quand la pression autour de cette fameuse génération 88-89 qui avait gagné le mondial U17 en 2005 va définitivement partir. Giovanni, on ne le reverra probablement plus, d'autant qu'il joue en MLS désormais et que son niveau global, je pense qu'il est vraiment parti en pré-retraite là-bas. Carlos Vela, on a toujours su que c'était jamais ça a rarement été un grand fan de foot et il n'a jamais été investi à 100%, sauf durant ce mondial. Il va probablement pas rester. Chicharito, je pense qu'il va rester parce qu'il adore le maillot, il mouille le maillot. Mais voilà, dès que cette génération aura tourné la page, peut-être que les autres vont prendre le relais et que ça pourra s'améliorer. Alors, Osorio ou pas, c'est un grand débat au Mexique parce que c'est à la fois un gars qui a été adoré par beaucoup, qui a été détesté par d'autres, souvent pour les mauvaises raisons, parce qu'il était critiquable, mais les critiques n'étaient pas forcément basées sur ses qualités d'entraîneur. Ce qui semblerait être, en tout cas la tendance, on va rester sur un coaching sud-américain. Osorio, si il accepte les conditions, parce qu'on lui propose quand même un contrat assez juteux et surtout d'avoir les clés, pas forcément les clés de la Fédé, mais les clés sur les sélections de jeunes, sur ce qui le n'est pas rien à l'échelle du Mexique. Ah, mais c'est quelque chose d'incroyable. On a eu du mal pendant un certain temps à pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre qu'un Mexicain et surtout à donner autant de pouvoir. Même un Aguirre n'a pas eu autant de pouvoir. Oui, ce qui prouve aussi le côté positif et voilà. du travail mené par Osorio à la tête de cette sélection. Exact. Et je pense qu'on peut le dire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais que la fédération, quand même, a une certaine vision pour la sélection. Alors qu'à une certaine époque, on se contentait d'une qualification en 8e parce que ça allait rapporter assez de sous. Et voilà. Là, il y a quand même la volonté de créer quelque chose à travers les sélections de jeunes. Normalement, Osorio, ça devrait quand même le faire parce que on connaît la puissance économique de la fédération. Eh bien, écoute, on va espérer, en tout cas pour le Mexique, que Juan Carlos Osorio va rester, qu'il va avoir effectivement les pleins pouvoirs, qu'il va restructurer ce football mexicain. Il a montré qu'il avait les qualités pour. Et du coup, on va se donner rendez-vous, alors pas dans 4 ans, parce qu'on a d'abord une Gold Cup, même si généralement le Mexique, les Gold Cup, c'est facile. Ouais. mais là, pour le coup, oui, ce sera vraiment une Gold Cup qu'ils vont jouer parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions à jouer. Voilà. Pas de Copa América ou de Copa Confederaciones. Exactement. Et donc, ils vont envoyer. Ils vont continuer à travailler. Et puis écoute, on se dira dans 4 ans pour un quart de finale, pour un objectif 5e match encore. Ah oui, ce sera forcément ça l'objectif. Quelle que soit la sélection, qu'elle soit moins forte, qu'on la voit moins puissante ou qu'elle soit meilleure, ce sera forcément l'objectif à passer. Eh bien, écoute, très bien. Écoute, on va en rester là pour le Mexique, qui finit donc 12e de la Coupe du Monde. Il faut le dire, c'est hyper important. Mais ça compte quand même, c'est pas négligeable. Et puis, merci pour tout, Diego. Merci sur les podcasts tout au long. Et puis, on va te retrouver, bien sûr, tout au long de l'année avec la Liga MX qui reprend très vite. Très vite. On avait zappé, moi perso, je l'avais zappé. Ce week-end. Ce week-end, ça reprend, donc il va falloir faire son petit papier de présentation. Voilà, exactement. Allez, à la prochaine. Ciao. Alors, on a vu un représentant qui a respecté ses traditions, le Mexique. On va passer à un qui a fortement déçu, le Costa Rica. Et pour parler du Costa Rica, bien évidemment, sur Lucarne Opposée, on voit tout de suite arriver Grégory. Greg, comment vas-tu? Salut à tous. Écoute, ça va plutôt bien, même si le Costa Rica est rapidement sorti. Mon pays reste la France, et vu que la France est championne du monde, on va dire que ça va très bien.
Ah, ça, c'est une phrase qui revient assez fréquemment, hein, et qui va revenir d'accord. très fréquemment dans ce podcast. On joue sur notre binationalité, façon de parler, et Ah bah moi j'ai le on sourire s'en là, sort bien. j'ai le sourire pendant 2 ans, j'ai le sourire. Hein. 4. 4. Ah oui, non, tu Ouais, l'as mais pas, bravo. voilà, tu vois, il y a l'euro en milieu, donc bon. Bon, bah alors du coup, je te propose de déprimer un petit peu avec le Costa Rica. Ouais, Hein, allez. on rappelle que le Costa Rica était quart de finaliste en 2014. C'était un parcours exceptionnel, bien sûr, tout le monde s'en souvient. Je ne suis pas convaincu qu'il y avait l'ambition d'être quart de finaliste cette année, mais au moins de figurer mieux. Et le Costa Rica n'a pas passé le premier tour. Le Costa Rica n'a pris qu'un seul point et termine dans le classement global 29e. Alors maintenant que la Coupe du Monde est un souvenir pour les Ticos, qu'est-ce que l'on retient du parcours de cette sélection au pays et auprès des suiveurs de la Sélé? Bah, t'auras deux façons de voir la chose. La première, c'est les optimistes qui diront le plus dangereux, enfin le plus décevant, pardon, ça a été le match contre la Serbie. Et là où tu peux avoir plus de regrets, c'est que tu prends le but serbe sur un coup de pied arrêté. Bon, après, faut voir aussi ce que tu as fait dans le jeu. Et vu que c'était pas grand-chose ce que le Costa Rica a proposé lors de ce match, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais voilà, t'as les optimistes qui disent bon bah finalement on a perdu que sur un coup de pied arrêté, un coup franc magnifique de Kolarov. Voilà, et il en tire 9 comme ça, il en met pas forcément 9 dans la lunette de Keylor. Et t'as pas les pessimistes, mais pour moi c'est ma vision que je partage avec eux. C'est bon bah voilà, on avait de gros doutes sur ces Ticos là avec Oscar Ramirez à sa tête depuis qu'il avait pris la sélection. On avait de gros doutes, on l'a vu notamment à la Gold Cup où ça avait pas du tout fonctionné lors des qualifs qui ont été très 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 compliqués où Kendall Waston a un peu sauvé la tête d'Oscar Ramirez lors de cette fameuse nuit à San José contre le Honduras. Et finalement, bah, c'est pas une grosse surprise qu'on a vue à la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est une génération qui, je pense, méritait mieux. Les Brian Ruiz, les Cristian Bolaños, voilà, et autres Marcos Aurenia. Mais malheureusement, voilà, je pense qu'on pouvait pas forcément s'attendre mieux. Le souvenir de 2014 était malheureusement présent. Du coup, beaucoup de gens ont espéré en ce Costa Rica là, mais malheureusement, il a beaucoup changé. Les joueurs se sont ont pris de l'âge malgré tout, et surtout le sélectionneur a changé, et c'est ce qui a fait le plus de mal, je pense, à ces Ticos. Et justement, tu l'abordes. Hein, alors, et tu l'as dit, on a été très déçus par ces Ticos lors de la dernière Gold Cup. On rappelle que à l'époque de cette Gold Cup, par exemple, vu que ce qu'avait inscrit comme joueur le Mexique, vu ce qu'étaient les États-Unis à ce moment-là, le Costa Rica était favori de la compétition. Ouais. Il s'est raté. Ce Costa Rica-là s'en est sorti plus ou moins, notamment avec un match référence aux États-Unis pendant la campagne de qualification. Et au deuxième grand rendez-vous, qu'était la Coupe du Monde, le Costa Rica d'Oscar Ramirez s'est encore raté. Alors, tu vois où je veux en venir, vers où justement va aller ce Costa Rica maintenant. Est-ce que ce sera avec ou sans Oscar Ramirez? Et enfin voilà, quel va être l'avenir de cette sélection? Alors, c'est fait qu'Oscar Ramirez n'est plus le sélectionneur des Ticos. La grande question, par contre, qui reste à dénouer, j'ai envie de dire, c'est qui va le remplacer. Parce que beaucoup de sélections vont changer de sélectionneur après cette Coupe du Monde. Et ils ont un peu comparé au pays, surtout le média principal Nation, a fait la comparaison avec, par exemple, le Mexique. Et est-ce que propose le Mexique à Osorio en termes de salaire, et est-ce que propose les États-Unis en termes de salaire à leur sélectionneur? Et clairement, le retour, c'est que tout simplement, le Costa Rica ne peut pas se permettre de mettre autant d'argent dans son sélectionneur, ou du moins ça serait vraiment une folie de la part de la fédération. Et jusqu'à présent, ils n'en ont fait presque aucune de ce genre. Donc clairement, je crois que le contrat, si je dis pas de bêtises, de Osorio avec le Mexique est aux alentours de 1 million par an. Tu me corrigeras si j'ai faux, mais le Costa Rica clairement peut pas se permettre ça. Donc soit il va falloir avoir une idée un peu nouvelle, en ce sens où il va falloir prendre peut-être, je sais pas moi, arrêter peut-être avec les anciens de 90, parce qu'il y avait une grosse mode avec notamment Oscar Ramirez qui était un de ses ex-joueurs, ou Medford ou quoi que ce soit. Voilà, il faut peut-être arrêter avec ce champ-là et peut-être s'ouvrir sur l'international, peut-être s'ouvrir sur pourquoi pas un sélectionneur européen, pourquoi pas un sélectionneur mexicain, ou un sélectionneur sud-américain, hein, tout simplement. Hein, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, aucune piste réelle et concrète pour le nouveau sélectionneur. Mais au Costa Rica, on espère une chose, c'est que ça soit quelqu'un qui ait un projet de jeu, une idée de jeu. Parce que clairement, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, même toi et moi, je pense qu'on peut le faire. Oui, de toute façon, c'était ce qu'on avait vu du Costa Rica depuis plusieurs mois, et on ne pouvait plus rien dire parce que la campagne de qualif avait été victorieuse. Et bien écoute, tu pointes du doigt ce dont tu avais évoqué, notamment dans l'interview que tu avais publié sur Hello du président de Saprissa, la contrainte économique.
le Costa Rica va être pas mal bloqué par ça. Il y a quand même un rendez-vous qui arrive assez vite pour les Ticos. C'est la prochaine Gold Cup, donc il n'y a pas de temps à perdre, j'ai envie de dire. La fédération s'est donné une deadline pour trouver un nouveau sélectionneur, ou pour l'instant on va naviguer à vue quelques mois? Non, de toute façon, début, me semble, août, il y aura des matchs amicaux, une trêve internationale. Donc, dès ces matchs amicaux, il faudra un nouveau sélectionneur. Alors, est-ce qu'ils vont mettre un intérimaire pour le moment et trouver la bonne personne plus tard? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le président de la Fédé Villalobos doit vraiment se mettre sur ce dossier et le finaliser, parce que c'est l'attente principale au Costa Rica. Même si la saison va recommencer au niveau des clubs dans quelques jours, la question qui prédomine, c'est qui va être à la tête des Ticos. Parce que clairement, il n'y a aucune piste, aucune piste de n'importe quel entraîneur. Vraiment, on ne sait pas. On est dans le flou total et il va falloir que le président de la Fédé nous sorte une surprise de son chapeau. Ouais, et il va trouver un coup de génie, parce qu'on sait que le Mexique est toujours devant, que les États-Unis vont rebondir, que Panama, ça travaille. Bah après, t'es pas à l'abri d'avoir une bonne idée aussi. Hein. Ah, tout à fait. Eh ben, écoute, on va le souhaiter. On va le souhaiter au Costa Rica quand même, parce que, bon, il faut quand même le dire, on a été déçus du Costa Rica parce que cette équipe-là valait mieux que ce qu'elle a montré. Largement. Écoute, on va suivre ça, on suivra ça sur Lucarno Posé, comme d'habitude, à travers les papiers, à travers les différents podcasts. On va en rester là pour la Coupe du Monde russe du Costa Rica, malheureusement, sur cette triste prestation. Je vais te remercier, Greg, de ta présence sur les podcasts, notamment. Mais merci à vous, M. Cougo. Tout est grâce à vous. Il vous en prie. Et puis, je te donne rendez-vous très, très vite sur Hello, dans votre podcast, et puis sur le site également. Merci beaucoup, Nico. Bonne soirée. Et pour terminer sur la zone CONCACAF, qui d'autre que Panama? Évidemment, l'isthme reliant le nord au sud des Amériques fera parfaitement la transition entre nos deux parties, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Que n'aura-t-on pas lu concernant la présence et les prestations de nos canaleros, nos chers canaleros? Alors je ne reviendrai pas sur les horreurs prononcées et écrites dans divers grands médias, et je ferai appel à votre amour du football et à votre connaissance de Panama, puisque vous êtes des fidèles auditeurs et des fidèles lecteurs de Lucarno Posé, pour vous souvenir que Panama et la Russie aura été l'histoire d'un premier rendez-vous qui a été tout sauf manqué. Sur Hello, parlant de son cher Uruguay que nous allons rejoindre d'ici la fin de l'émission, Jérôme Le Signe avait cité cette phrase: le chemin est la récompense. Cela s'applique parfaitement à Panama, qui a ainsi vécu son an 1 du football. Car oui, nous n'aurons de cesse de le répéter, tout commence désormais pour les Canaleros, qui ont amené évidemment une grande fierté auprès de leurs supporters au sein de leur pays. Peu de place est accordée dans les médias concernant le jeu, concernant peut-être certains choix qui ont été faits par Boyo Gomez. Tout n'est que fierté et joie d'avoir dignement représenté l'isthme devant les caméras mondiales. Aussi dernier soit-il, battu notamment par les 2 demi-finalistes de l'épreuve, excusez du peu, nos chers Panaméens ont donc ouvert leur histoire mondiale. L'enjeu sera désormais de poursuivre sur cette dynamique. L'avenir s'écrira cependant sans Boyo Gomez, qui a adressé une magnifique lettre d'au revoir et non pas d'adieu. Ce n'est qu'un à bientôt, a-t-il écrit, une lettre que je ne peux que citer pour vous montrer ce que représente la présence de Panama à la Coupe du Monde. Le football sans passion n'est rien. Russie 2018 n'est que le début. Je n'ai donné que la première impulsion. Je sens que débute une nouvelle ère footballistique au pays par la formation de nouvelles générations avec des programmes sérieux qui vont réveiller l'amour et la passion qui doivent croître sur ce sol, écrit ainsi Hernán Darío Gómez. Je vous renvoie vers l'article publié sur Lucarno Posé à la fin de la prestation de Panama qui fait le bilan et l'histoire de cette sélection panaméenne, et vous comprendrez ainsi que grâce à Russie 2018, tout un pays s'est mis en marche. Le football vient de naître à Panama. Certains jeunes vont donc désormais devoir transmettre cette expérience, s'appuyer dessus. Les dirigeants vont devoir faire les bons choix pour assurer l'héritage. On parle notamment du retour de l'homme qui avait posé les bases de cette sélection, Julio César Deli Valdés, au moins un temps en tant qu'intérimaire. Mais si Panama travaille aussi bien qu'il y prétend, il a de quoi revenir dès Qatar 2022 et ainsi continuer de faire parler de lui, espérons-le, avec un regard bien moins condescendant. Et pour terminer notre émission, nous allons bien évidemment finir notre parcours de la planète Lucarno Posé en Amérique du Sud avec ses 5 représentants présents en Russie, quelques déceptions, quelques joies et surtout 3 d'entre eux qui ont eu le malheur de croiser le futur champion du monde tricolore.
Et pour commencer notre tour des Sud-Américains, de Lucarno Posé, de nos représentants sud-américains à la Coupe du Monde russe, on va ouvrir avec celui qui n'a pas passé le premier tour malheureusement et celui qui était face aux Bleus aussi, parce que les Bleus nous en ont scalpé quelques-uns au cours de cette compétition. On va commencer donc par les plus beaux, les Péruviens, et pour cela, j'accueille Romain. Salut Romain, comment vas-tu? Salut Nicolas, salut à tous. Ouais, ça va bien. Écoute, bon, on a quand même voilà, qui fait plaisir dans tout ça. Ouais, on a la chance, on avait la chance d'avoir l'équipe de France en plan B. On pouvait, on pouvait rebondir après les déroutes. Voilà. Eh ben, écoute, je vais commencer par la question avec laquelle j'ouvre pour chacun des intervenants. On est quelques semaines après l'élimination péruvienne et donc on a eu le temps de digérer un petit peu ce parcours en terre russe. Qu'en retient-on au pays? Est-ce qu'il y a, j'imagine, un mélange de déception et de fierté? Qu'est-ce qui prime sur la déception ou la fierté après ce parcours qui, je le rappelle, hein, finalement, si on analyse la qualification, enfin l'élimination se joue à un penalty manqué face au Danemark. Oui, c'est exactement ça. Comme tu dis, ça s'est joué à peu de choses. Mais du coup, c'est ce qu'on retient. On retient une équipe qui était là pas pour faire juste de la figuration, qui a vraiment fait jeu égal avec tous ses adversaires, qui a même surpassé certains de ses adversaires parfois. Notamment avec les Bleus, ils ont quand même donné du mal à cette belle équipe championne du monde. Donc on le rappelle qu'à chaque fois, le Pérou se retrouve en plus dans le groupe du champion, du futur champion. Voilà, on va retenir ça en tout cas au pays. C'était un beau retour en Coupe du Monde. L'objectif, c'était de façon de participer à cette Coupe du Monde. Et là, ils ont fait une belle participation, même si ça s'est joué, comme tu l'as dit, à un penalty manqué. Voilà, ça, le pauvre Cueva, il va s'en vouloir peut-être toute sa vie. Mais on l'a vite pardonné, bon, à part certains qui sont là toujours à cracher comme ça sur les joueurs. Mais en gros, les Péruviens le pardonnent. Ils sont vraiment tous unis encore derrière leur sélection. Ils sont contents. Ceux qui sont partis en Russie, ils en ont eu plein les yeux. Ils ont fait un beau voyage. Ça leur a permis de retrouver un peu le foot comme ça, mondial, de participer à la fête. Et c'est ça qu'on retient. Une belle équipe. Tout le monde a vu, quand je parle vraiment tout le monde, c'est le monde entier a pu voir le jeu du Pérou. Et voilà, ils sont partis aussi la tête haute, parce qu'en plus, ils sont partis sur une victoire, sur un but de Paulo Guerrero. Donc, c'est quand même une histoire, finalement, qui se termine bien, je dirais. Ouais, et on en retiendra donc que le Pérou finit, il y a le classement hein, qui a été publié, le Pérou finit 20e de cette Exactement. Coupe du Monde, ce qui est pas, voilà, ce qui est loin d'être une catastrophe. Et justement, maintenant, la question pour le Pérou, ça va être de poursuivre dans cette dynamique, et tu vois très bien où je vais t'emmener. Euh, Ouais. Je vais t'emmener vers la question de comment on va bénéficier, comment on va utiliser l'héritage de cette Coupe du Monde et l'apprentissage, parce qu'on le rappelle, et tu l'as dit, hein, ça faisait 36 ans que le Pérou n'était pas revenu dans une Coupe du Monde. Comment le Pérou compte utiliser cette présence en Coupe du Monde et que va-t-il advenir de Gareca à la tête de la sélection? Eh bien, l'objectif numéro un, c'est ça, c'est de garder le sélectionneur Ricardo Gareca qui a fait un énorme travail depuis 2 ans pour bâtir cette équipe, construire ce groupe, construire une nouvelle philosophie de jeu. Et l'objectif de la fédération, c'est de le garder. Donc là, je le rappelle, son contrat est terminé avec la sélection. Là, c'est, comme il a dit à la dernière conférence de presse, c'est un entraîneur libre. Donc là, aujourd'hui, il est libre d'aller dans n'importe quel club qu'il appelle, une sélection qu'il appelle. On pense notamment à l'Argentine ou à la Colombie. Voilà, lui, il a dit qu'il allait prendre son temps, que ça allait être une affaire personnelle. Là, il s'est pris 2, 3 semaines en Argentine, donc dans son pays. Donc on verra. Pour l'instant, c'est en stand-by. Ensuite, si lui ne reprend pas, si lui ne reprenait pas la sélection, on pense à son adjoint, Norberto Solano, qui a fait un travail aussi formidable, hein, qui a travaillé dans l'ombre un peu de Gareca, qui connaît très bien ce groupe. Donc voilà, il existe toujours ce plan B. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on va pas non plus donner des faux espoirs ou des fausses informations. Mais sinon, la fédération veut vraiment s'appuyer maintenant sur la formation du football au Pérou, qui avait été délaissé pendant de nombreuses années. Donc là, ils veulent vraiment mettre en place dans chaque club, pour avoir une licence professionnelle, il leur faut
un bon centre de formation avec plusieurs, on va dire plusieurs écoles même de football à travers le pays. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place au Pérou. Et évidemment, les jeunes aussi, en ont plein les yeux avec la Coupe du Monde et tout. Donc ils ont envie aussi de jouer au foot, ils ont envie d'être bien aussi encadrés. Donc on va mettre tout ça en place dans le pays. Et je pense que c'est un peu un trampoline, j'espère, pour aller le plus haut possible. Et déjà, bon, après, ça va être la Copa América qui vient tout de suite l'année prochaine. Et ensuite, les qualifications pour déjà Qatar 2022. Ouais, ça va pas traîner, hein. Et effectivement, tu le dis, hein, si, il y a une dynamique de travail qui s'est mise en route, ce qui est une très bonne chose. On connaît pas mal de sélections sud-américaines et parfois des bien plus grandes où cette dynamique n'existe pas. Et donc, si le Pérou commence à s'organiser là-dessus, il peut être d'autant plus fort qu'il faut quand même le rappeler, hein, dans cette sélection, il y a des joueurs qui seront à maturité pour Qatar 2022, concrètement, s'ils Ouais. continuent bien. Donc, il y a un vrai travail à poursuivre. Et donc, le premier objectif, bien évidemment, ça sera la Copa América en 2019. Voilà, c'est exactement ça. Et comme tu le dis, il y a eu des jeunes aussi dans cette équipe. Il y a Santa Maria qui avait fait un super match contre la France, hein, qui a, je sais plus quel âge il a, 22, 23 ans. Non, il y a beaucoup de jeunes, même en attaque. On a Andy Polo. Voilà, il y a plusieurs jeunes. Et puis, comme on peut prendre par exemple en France l'exemple de Mbappé, il avait quoi, 15 ans en 2014. Donc là, il y a peut-être des jeunes pépites qui ont 15-16 ans et des futurs Mbappé qu'on espère avoir aussi au Pérou. Pourquoi pas? Si on met en place une bonne formation, eh ben, ce sera un des résultats. Exactement. Bah, écoute, on va suivre ça avec attention. On suivra bien évidemment, pardon, cela de près sur Hello, grâce à toi notamment, hein, sur place. Je le rappelle, on est les seuls, il faut le dire, on est les seuls à être sur place. Donc, soyons-en fiers, nous aussi. Écoute, on va en rester là donc pour cette aventure russe pour le Pérou, en espérant retrouver notre Blanquerroja préféré au Qatar en 2022. Et on la retrouvera bien évidemment avant au Brésil l'année prochaine. Merci bien, Romain, pour les podcasts. Et on va te retrouver, bien sûr, toi, sur Lucarne Opposée, que ce soit sur le site, sur les podcasts et aussi dans le magazine. Je te dis donc à la prochaine. Ouais, la prochaine, à bientôt. Ciao, ciao. Poursuivons donc avec celle qui remplit les encriers du monde entier, l'Argentine. Comme le Pérou, l'Albiceleste a eu le malheur de rencontrer sur son chemin une bande de bleus. Mais à la différence du Pérou, ces petits bleus lui ont donné une véritable leçon tactique, appuyant avec délectation là où cela faisait mal. Alors quelques semaines après avoir quitté la Coupe du Monde, que reste-t-il du parcours argentin? Le chaos. Alors vous me direz, une débâcle ne transformera jamais une situation déjà chaotique en merveille d'organisation. Nous n'avons eu de cesse de le répéter dans ce podcast, dans nos écrits, enfin bref, partout, avant, pendant et on le répétera toujours après la compétition, l'Argentine et son football sont malades de la mafia qui les gère. La Coupe du Monde a planté une graine, celle de l'espoir dans les consciences, mais cette graine n'aura jamais germé, même après une qualification pour les huitièmes de finale héroïque à défaut d'être géniale. Alors que reste-t-il donc? Rien. Il ne reste rien de ce parcours, comme en 2016, les mêmes questions. Tout le monde se demande si Léo Messi, à nouveau muet, totalement muet et parti en vacances, voudra continuer à errer dans cette galère. Le sélectionneur Jorge Sampaoli a été débarqué quelques heures après s'être vu donner la charge d'aller diriger les moins de 20 ans pour un tournoi international, faute de trouver quelqu'un pour le faire. Rappelons que, quelques semaines auparavant, Sébastien Becasese, l'adjoint de Sampaoli, avait été viré. Alors pour l'anecdote, et histoire de vous montrer à quel point le chaos est toujours omniprésent en Argentine, c'est le duo Lionel Scaloni-Pablo Aimar qui va s'en charger. Ce duo a été annoncé en même temps que la liste des 29 moins de 20 ans qui vont participer à ce tournoi. Scaloni a dirigé le premier entraînement aujourd'hui avec seulement 17 joueurs sur les 29. Je vous rappelle que la compétition débute dans 10 jours. Donc vous le voyez, si au Pérou on commence à se servir de la Coupe du Monde pour travailler chez les jeunes, en Argentine ils sont toujours autant délaissés, alors que pendant ce temps-là, le président de la fédération, Claudio Tapia, signe des actes de construction d'un centre d'entraînement pour les joueurs argentins évoluant en Europe. Comprenez, ces petits pères, ils ont besoin d'être bien et de pas trop voyager avant de se préparer pour les joutes internationales. Vous le voyez donc, rien ne semble parti pour changer au pays de la mafia. L'Argentine continue de creuser sa tombe, n'apprend pas des leçons de ses échecs, et même si on entend quelques joueurs comme Carlos Tevez ou Léo Ponzio ces derniers jours, notamment sur le média Olé, ces joueurs-là s'en prennent à la FA, leur demandent de s'inspirer des modèles allemands et français, ils sont cités, rappellent que l'Argentine devrait se montrer humble à la vue de son état général. Rien ne va changer. Reste donc
Une question, qui va succéder à Sampa? La piste Gallardo semble totalement improbable en raison notamment de guerres larvées entre River et Boca. Je rappelle que le président de Boca est le numéro 2 de l'AFA, la fédération. Pendant ce temps-là, Tevez fait un appel clair du pied à Pekerman, seul homme pour lui capable de reconstruire le football argentin, car oui, il va falloir reconstruire le football argentin, mais pas tout de suite. L'AFA annonce dans un communiqué qu'aucun contact n'a été engagé avec aucun entraîneur parce que la décision de la feuille de route à suivre sera prise à la fin du mois. Vous l'aurez compris, le désastre est total. 2018 a signé la fin d'une génération dorée qui n'avait rien gagné. L'Argentine continue de se déchirer. Les supporters ne se remettent pas de ce choc. Le choc d'une désillusion qui semble pour l'instant absolument pas servir de signal d'alarme alors que la Copa América arrive dans moins d'1 an et que l'Argentine en a été le finaliste des 2 dernières éditions. Alors, on a évoqué son nom il y a quelques instants en évoquant justement le bilan de l'Argentine. Il va nous permettre de faire la transition. Ce nom-là, c'est José Pekerman. Et la transition, c'est bien sûr d'aller vers la Colombie. Et sur Lucarne Opposé, qui dit Colombie, dit Pierre Gerbeau. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Simon, ça va? C'est pas Simon, ouais. Dis donc, attention. Salut Nico, ça va? Ouais, ça va, ça va. Je ne ressemble pas aussi bien à Memo Ochoa que Simon. Je n'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Ça se travaille. Ça se travaille. Enfin, il y a du boulot là pour le coup. Et donc, ouais, avec toi, on va voir cette Colombie, cette Colombie qui nous a offert un parcours, je vais presque dire en demi-teinte, mais on va revoir ça avec toi. On l'a vécu le retour des joueurs grâce à ton inside, où on a vu qu'ils ont été accueillis comme il se doit, avec les honneurs. Donc, on a la sensation qu'au pays, ça a été plutôt bien vécu finalement cette élimination. Justement, les semaines ont passé, enfin les jours ont passé, parce que c'est un peu tôt pour parler en semaine. Que retient-on en Colombie du parcours des Cafeteros en Russie 2018? Bah, tu l'as dit en fait, c'est avec les honneurs, c'est vraiment ça, parce que t'as pas un triomphalisme tu vois, de dingue comme il y a 4 ans au Brésil où la Colombie première fois quart de finaliste de la Coupe du Monde, waouh, c'était vraiment l'exploit. Là, t'as pas de triomphaliste. C'est un peu pigue mi-raisin parce que t'as un peu cette frustration d'être sorti au péno, mais t'as perdu contre l'Angleterre qui finit 4e, qui est un sacré client. Donc t'as un peu, tu sais pas trop sur quel pied danser et donc après c'est plutôt, tu vois, positif. Il y a pas de honte à avoir, il y a pas de il y a personne qui a dit c'est un scandale, tout le monde dehors, etc. Mais d'un autre côté, t'as pas non plus, tu vois, alors c'est vrai que les joueurs ont été bien accueillis à Bogota, mais t'as pas eu une enflammade générale en disant waouh, la Colombie, on a fait une grosse Coupe du Monde, la meilleure Coupe du Monde de notre histoire. C'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi, on va dire. Ouais, et pourtant, tu évoques les joueurs, justement. Au niveau des joueurs, alors bon, c'était très certainement, c'était la dernière de Falcao, la première et la dernière de Falcao. Il y a quelques cadres encore qui vont quitter la sélection. Je pense bien évidemment donc à Falcao, je pense à Aguilar, à mon avis, il ne sera pas à Qatar 2022. Mais justement, cette Coupe du Monde, ça a été aussi l'occasion de voir des nouveaux patrons s'affirmer. Et je pense à celui dont on parle beaucoup. Alors, tu vas nous dire si c'est peut-être lui dont on retient le plus les performances, à Yerry Mina, qui s'est vraiment révélé comme étant le patron de cette sélection et qui peut, lui, assurer la transition vers l'avenir. Ouais, Yerry Mina et il y en a un autre aussi qui est Wilmar Barrios. C'est vraiment les deux joueurs qui sont imposés et qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là sur une Coupe du Monde. En tout cas, après, sur le groupe, tu as parlé de Falcao, Aguilar. Oui, je pense qu'ils vont quitter la sélection. C'est même sûr. Tout de suite, j'en suis moins sûr parce que l'année prochaine, il y a une grosse échéance et je serais pas surpris de voir, alors plus Falcao qu'Aguilar, mais je serais pas surpris de voir Falcao à la Copa América l'année prochaine. Il a rien annoncé en tout cas pour l'instant. Ouais, ça serait logique que ça soit sa dernière grande compétition. Si tout va bien, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Et justement, comme tu parles de l'année prochaine, on évoque l'avenir. Alors, on le sait, l'avenir en Colombie se fera sans Pekerman. On en a parlé un petit peu. J'en ai parlé un petit peu à l'évocation du bilan de l'Argentine. Justement, maintenant, il va falloir assumer l'héritage de Pekerman, qui est quand même 2 Coupes du Monde consécutives, un quart et un 8e. C'est pas rien. Quelles sont les pistes qui sont pour l'instant envisagées lorsque l'on évoque l'avenir de la Colombie?
Ouais, sur Pekerman, je rajouterais, on parle de la Coupe du Monde, mais il a fait aussi demi-finaliste de la dernière Copa América, hein, ce qui est pas rien non plus. Alors déjà, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Alors Pekerman, pour l'instant, n'a rien annoncé. Hein, on ne sait pas s'il va partir, s'il va rester. Il s'est donné jusqu'à la fin juillet pour donner une réponse définitive à la fédération colombienne. Alors, sur les pistes, oui, c'est probable, c'est plus que probable même qu'il passe la main. Hein. Il serait courtisé notamment en Argentine pour chapeauter un peu toutes les sélections. Donc ça, pour l'instant, c'est Pekerman. Après, donc qui pour le remplacer? Il y a deux hommes sur la shortlist. Le premier, c'est Gareca, l'actuel sélectionneur du Pérou. Pourquoi Gareca? Parce que Gareca a joué en Colombie. Hein, il était de l'époque de l'América Cali. Voilà, l'époque pas très propre. Voilà. Narco-football de l'América. Donc il était dans cette équipe et il a aussi entraîné en Colombie. Hein. Il a notamment entraîné Santa Fe. Donc ça, c'est le premier nom qui revient. Le deuxième, c'est Osorio, évidemment, colombien, actuel sélectionneur du Mexique, passé par l'Atlético Nacional. Et je pense que j'ai pas besoin de le présenter pour les auditeurs hein, de Lucarno Posé, mais voilà, c'est les deux mieux placés pour prendre la succession de Pekerman, Gareca, Osorio. Et pardon, je te coupe, on le voit du coup dans les profils qui se détachent hein, sur ces deux hommes-là. On est dans une vraie filiation, entre guillemets. On est sur des bâtisseurs, des hommes capables de travailler avec des jeunes. On sait qu'il y a des jeunes qui vont arriver. On en a déjà vu sur la Coupe du Monde. Hein. On sait qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent. On les voit sur les Sud-Américanos où la Colombie a des résultats plus qu'intéressants depuis quelques années. Donc, on est sur un profil pour continuer à bâtir cette Colombie. Ouais. On est sur le même profil que Pekerman. On sera de toute façon dans la lignée. J'ai du mal à croire qu'il va y avoir une rupture et qu'on va passer de Pekerman à Didier Deschamps, par exemple. Non, ça, non, ça n'arrivera pas. Il est pris, Didier Deschamps. Il est pris jusqu'à 2020. Donc voilà, derrière Gareca et Osorio, il y a des noms qui se détachent, dont certains sont connus et d'autres moins. Dans les moins connus, je pense par exemple à Luis Fernando Suárez, qui a déjà un petit vécu en sélection, un gros vécu, puisqu'il a fait déjà Coupe du Monde avec l'Équateur et avec le Honduras, notamment il y a 4 ans. Dans la liste des prétendants aussi, mais un peu plus surprenant, j'ai entendu Sampaoli, craquage complet. Il a annoncé un petit peu partout, Sampaoli. Hein. Voilà, Sampaoli a annoncé un peu partout, donc Mexique, États-Unis, voilà. Mais ça. On va y aller mollo sur les rumeurs Sampa parce qu'il va y en avoir partout. Ouais, voilà. Et puis elle est assez fraîche, hein, la rumeur Sampaoli. Bon, on va retenir que les grands candidats sont Gareca et Osorio, avec peut-être une priorité, comment dirais-je, parce qu'Osorio, ça va être compliqué d'aller le chercher au Mexique, mais peut-être possibilité de voir Gareca qui est libre, hein, il faut le rappeler. Lui est libre. Osorio, on ne sait pas encore complètement par rapport à ça. On ne sait pas encore, mais il y a moyen avec Diego. Mais voilà, l'homme qui est libre pour l'instant, c'est Gareca. Ouais. Donc, il paraîtrait que Gareca, on met du conditionnel, hein, beaucoup de conditionnel, mais il paraîtrait que Gareca serait la priorité de la Fédé colombienne. Bah écoute, on va suivre ça. Hein. Alors, tu l'as dit, la prochaine échéance, ce sera la Copa América. On suivra ça de très près sur Hello, hein, de très très près même normalement sur Hello, puisqu'on va y aller. Et donc, on va se donner rendez-vous à ce moment-là, hein, tous les deux, et puis avec les auditeurs. On continuera, nous, d'ici là, de retourner au championnat colombien et donc de te suivre dans les écrits et dans les différents podcasts Bola Latina qui vont reprendre sous peu. Et puis voilà, on va en rester là pour cette Coupe du Monde russe. Merci pour tout, Pierre. Merci pour les insights notamment qui étaient parfaits. Et puis écoute, on se dit à très vite. À très vite. On va passer maintenant à l'un de nos favoris, en tout cas une équipe dont on avait fait un candidat pour le titre qui aurait dû être notre plus grand représentant, Lucarno Posé. On va passer au Brésil. Et pour cela, on va en discuter. On va faire le bilan de la Seleção avec Marcelin Chamoin. Salut Marcelin, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va très bien. On se remet tranquillement de la Coupe du Monde. Et donc voilà, on va aborder avec toi le parcours du Brésil et donc évidemment la première question, hein, qui est la première question que je pose à tout le monde dans ce podcast. Avec le recul, avec les semaines qui ont passé, comment le Brésil a-t-il
digérer cette élimination et surtout, quel bilan fait-on au Brésil et du point de vue des suiveurs de la Seleção, qui, je le rappelle, était vraiment l'un des favoris pour le titre, comment on analyse le parcours brésilien avec le recul dans cette Coupe du Monde russe? Ça reste une déception parce que le Brésil veut toujours gagner la Coupe du Monde. Et puis, comme tu l'as dit, pour cette Coupe du Monde-là, ils arrivaient parmi les favoris, si ce n'est le grand favori. Donc, il y a toujours une petite déception. Mais après, je pense que depuis 2 ans, il y a quand même un travail qui a été fait assez remarquable de la part de la commission. Parce que bon, c'était quand même très difficile la période de 2014-2016. Donc, je pense qu'il y a quand même des motifs de satisfaction par rapport à cette Coupe du Monde, même si forcément on attendait la 6e étoile et ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est vrai que vu de loin, on a la sensation que, alors évidemment, le scénario n'est pas tout à fait le même qu'il y a 4 ans, mais on a la sensation qu'il y a un petit peu plus d'indulgence envers le groupe et le travail de Titch. C'est une vraie sensation ou c'est une réalité? Ouais, je pense que c'est le cas, que ce soit la presse et les supporters. Tout le monde veut que Titch continue le travail qui a été fait depuis 2 ans. C'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à 2014. Même au-delà du résultat, je pense qu'il y a des bonnes choses dans le jeu. Et ouais, il faudrait de la continuité pour les prochaines échéances. Mais c'est sûr qu'il y a un peu plus comment dire, de confiance envers le Brésil que 4 ans auparavant. Et du point de vue des joueurs, on parle d'un point de vue collectif, du point de vue des joueurs, il y a eu des remarques particulières qui ont été faites sur la prestation de certains. Je pense par exemple à Neymar, qu'on a vu monter un petit peu en puissance au cours de la Coupe du Monde. Je pense à certains autres joueurs qu'on n'a pas forcément vu peut-être tout le temps très réguliers, ou par exemple à la performance de Gabriel Jesus. Il y a des points de débat sur la performance individuelle des membres de la Seleção. Ouais, je pense que Neymar sort vraiment affaibli de cette Coupe du Monde, même si dans le jeu, bon, il est monté en puissance et il a fait des bons matchs. Sur le point de vue football, on va dire, c'était assez convaincant. Mais après, ouais, c'est surtout au niveau de l'image, où partout dans le monde et aussi au Brésil, il a pris très cher avec sa propension à tomber plus ou moins facilement et à rester au sol. Donc je pense que ouais, cette Coupe du Monde lui a fait assez mal pour sa carrière, surtout qu'il avait 26 ans, donc c'est un âge où normalement tu es au top. Il y a Maradona, Zidane, Ronaldo qui ont gagné la Coupe du Monde à cet âge-là. Donc je pense que ça devait être sa Coupe du Monde et du coup il est assez passé à côté. Et à l'inverse, je dirais Thiago Silva qui a pris très cher aussi au Brésil entre 2014 et même la Copa América 2015, qui cette fois a fait une Coupe du Monde de patron quand même. Il a vraiment rassuré la défense. Et donc lui, je pense que ouais, il en sort assez grandi de cette Coupe du Monde. Ouais, justement, ça va être probablement du coup l'un des cadres. On va aborder le futur. Tu l'as déjà un petit peu évoqué avec la volonté qui semble commune pour que Titch poursuive. La prochaine échéance pour le Brésil, elle est d'importance parce qu'il ne s'agit pas seulement de rebondir après la Coupe du Monde, mais c'est surtout que la prochaine Copa América a lieu à la maison. On imagine que ça va se faire avec Titch. On imagine qu'il devrait y avoir quelques, comment dirais-je, remodelage au sein de la Seleção. On est dans quelle optique là? Ça y est, le Brésil se penche déjà sur sa prochaine Copa América, qui est à mon avis le prochain objectif? Pas encore tout de suite. Là, on pense même déjà à 2022 pour la 6e étoile. Mais c'est vrai que ça va vite venir dans les conversations, je pense, avec les prochains matchs amicaux. C'est vrai que la Copa América est dans un an, elle sera à domicile. Donc c'est vraiment la prochaine grosse échéance du Brésil. On n'en parle pas encore tout de suite, mais c'est vrai que ça va venir dès les prochaines convocations. Ouais, ça va venir très très vite. Et donc ça sera, tu confirmes ce que tout le monde semble dire, ça sera avec Titch, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, il n'y a encore rien d'officiel, mais c'est le souhait de la CBF dès l'élimination contre la Belgique de garder Titch. C'est vrai qu'il n'y a pas peut-être Renato Gaucho qui pourrait prendre la tête, mais je pense qu'il est encore un peu jeune dans sa carrière. Titch, c'est vraiment le candidat idéal, vu ce qu'il a montré depuis 2 ans, c'est sûr qu'il mérite de continuer. Eh ben, écoute, on suivra ça, on suivra ça l'année prochaine. On suivra ça sur place, même, j'ai envie de dire, l'année prochaine. On va donc en rester là avec ce Brésil 2018 qui termine, je ne sais pas si ça a été important au Brésil, mais qui termine à la 6e place sur le classement général de la Coupe du Monde. Derrière l'Uruguay, ça va en faire grincer quelques dents. Mais bon, voilà, on va en rester là pour le Brésil. Je te remercie pour tout, Marcelin.
Merci pour tous les podcasts. Et puis, on se retrouve très très vite sur Hello et dans d'autres podcasts, bien évidemment. Merci à toi et à bientôt. Et pour terminer notre tour de l'Amérique du Sud, de la CONMEBOL, on va forcément choisir le plus beau, le meilleur, l'Uruguay. Et pour cela, j'accueille Jérôme. Salut Jérôme, comment vas-tu? Bonsoir, comment va? Très bien et toi? Eh bien écoute, moi ça va. On va voir surtout toi comment ça va, la digestion post-mondiale après le parcours de l'Uruguay, justement, puisqu'on va revenir sur la Céleste qui a eu le malheur de croiser sur son chemin l'équipe de France qui, elle, est allée au bout. Et justement, la première question, elle va concerner cette Céleste. A posteriori, quelques jours après avoir digéré cette élimination, il en reste quoi du parcours de l'Uruguay à la Coupe du Monde pour les Uruguayens et pour les médias uruguayens? Bah écoute, il en reste un sentiment mitigé. Il y a premièrement, la première statistique que je voulais dire, c'est que 93% des Uruguayens, selon un sondage fait par Référy, disent qu'ils sont satisfaits du parcours de la Coupe du Monde et comment les choses vont. Donc 93%, c'est plutôt bien. Et en même temps, un petit goût d'inachevé, peut-être plus pour moi, mais je pense aussi pour les joueurs, par exemple, qui pensent, alors déjà avoir non seulement joué la France au mauvais endroit, au mauvais moment, mais en plus, qu'il y avait quand même ce rêve d'aller plus loin, clairement. Ouais, d'autant que, on l'a dit un petit peu en off, on se l'est dit un petit peu en off, sortir en quart, c'est quand même le pire des moments pour sortir parce que, parce qu'on est à un rien de basculer du bon côté. On rappelle le classement établi à la fin de la compétition. L'Uruguay finit 5e, donc, et le meilleur quart de finaliste de la compétition, concrètement. Voilà, tout à fait. Puis, meilleur quart de finaliste dans le sens où ils ont perdu contre le futur vainqueur. Et ça, en effet, c'est le pire moment pour perdre, parce qu'à la limite, quand on perd en 8e, comme l'Argentine, c'est parce qu'on a terminé le second de son groupe, donc il y a une part de responsabilité. Quand on perd comme la Belgique en demi-finale, on a quand même une possibilité, avec un dernier et ultime match pour la 3e place, de se rattraper et de rendre sa Coupe du Monde un petit peu plus belle. Mais là, en effet, en quart de finale contre le futur vainqueur est sans doute la pire des positions. La FIFA a nommé, en effet, je ne sais pas si le classement est officiel par la FIFA, mais le classement, en effet, c'est que l'Uruguay termine 5e en tant que meilleur quart de finaliste en ayant gagné tous ses matchs précédents. Mais ça n'empêche que ça ne remplace pas la possibilité d'avoir joué, la possibilité qu'aurait eu l'Uruguay de jouer un match avec encore plus d'intensité, par exemple une demi-finale. Exactement, en retrouvant Cavani par exemple. Et justement, puisqu'on va aborder rapidement les joueurs, on a quand même vu un Uruguay, tu l'as suffisamment répété dans les podcasts ou sur les papiers sur Hello, avec ce mélange entre deux générations. Il va rester justement donc cet héritage-là pour les Uruguayens, et on va évoquer donc l'avenir. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Uruguay? Où est-ce que l'on en est avec Tabarez et que va-t-il rester de cette Coupe du Monde côté uruguayen en termes d'héritage? Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il y a une grande déception, parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui arrivent un petit peu en bout de cycle, les Cavani, Suarez, Godin notamment, qui sont les principaux tauliers de l'équipe. Finalement, Tabarez a l'air de vouloir rester, ce qui serait plutôt bien, et surtout, là, je pense que le prochain gros objectif sera la Copa América l'année prochaine, où cet effectif qui sera un petit peu vieux dans 4 ans et demi pour la prochaine Coupe du Monde, par contre, pourra tout à fait arriver sans aucun problème à la prochaine Copa América. Et je pense que ça peut être un très beau défi pour ce groupe qui peut sortir un petit peu déçu de cette Coupe du Monde, de se fixer cette Copa América au Brésil en 2019, où a priori, quand on regarde le classement de cette Coupe du Monde, c'est la meilleure équipe hors Europe, donc a fortiori la meilleure équipe des Amériques. Donc ça peut être un très beau défi à se fixer pour cette équipe et cette génération, une deuxième Copa América. Et oui, surtout que ça va rappeler aussi qu'après la 4e place de 2010, il y avait eu la Copa América 2011 qui avait été remportée. Donc pourquoi pas remettre le couvert 8 ans plus tard. Oui, tout à fait. Après l'avoir gagné en Argentine, pourquoi pas le gagner au Brésil, ce serait sympathique. Ce serait un peu la spécialité uruguayenne. Eh bien, écoute, je vais te laisser avec une dernière petite question qui est un petit peu plus personnelle, parce que tu étais le seul de nous tous à avoir vécu cette Coupe du Monde de l'intérieur, depuis les tribunes, depuis les villes, les trains, les avions, les hôtels russes. Qu'en retiens-tu, toi, de cette Coupe du Monde russe de manière générale? Des souvenirs incroyables. Des souvenirs. C'est difficile de trier un mois comme ça, parce qu'on a passé 3 semaines et demie sur le territoire russe, donc dans plein de villes un petit peu différentes, parce qu'au final, on a passé que 3 jours à Moscou, donc tout le reste était réparti dans des villes, disons, secondaires, et le sentiment d'avoir vécu quelque chose, alors c'est très superficiel aussi, parce qu'on sait que c'est une Coupe du Monde et que c'est très relatif, les sentiments qu'on peut avoir,
parce que les gens ont été très accueillants avec nous. Mais voilà, beaucoup de souvenirs. Bon, et ben écoute, on va en rester sur ces souvenirs-là et on continuera maintenant, on en fabriquera des nouveaux, notamment dans moins d'un an, non, dans un an à peu près, au Brésil l'année prochaine. Et on te retrouvera donc tout au long de l'année, à savoir, comme pour tout le monde en fait, hein, dans les podcasts, sur le site, mais aussi dans le magazine. Merci bien Jérôme, on se retrouve donc dans les semaines et les mois à venir sur Hello, comme d'habitude. Et ben dès ce week-end, avec la reprise du cloud, le démarrage du cloud sur Hello. Ouais, avec le retour du plus beau championnat du monde, c'est ça? Voilà, j'allais te le dire. Je t'enlève les mots. Allez, à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée. Voilà, c'en est désormais terminé de l'autre Coupe du Monde, cette fois c'est sûr, promis. Ce 23e numéro, 23 comme le nombre de joueurs inscrits par chaque nation dans cette Coupe du Monde, sera le dernier. L'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont participé à la fabrication, et en particulier Simon qui était le grand organisateur et le grand responsable de toutes ces émissions que vous avez pu suivre quotidiennement pendant la Coupe du Monde, mais également tous les intervenants de la team Lucarno Posé qui n'ont pas compté leurs heures pour vous offrir la meilleure des émissions possibles. Merci également à tous ceux qui nous écoutent, vous donc, à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en visitant le site ou que ce soit, bien évidemment, on va terminer par un peu de pub, en achetant notre magazine qui est toujours disponible à la vente. Merci à tous, c'en est fini de cette Coupe du Monde russe, à bientôt pour nos prochains podcasts Made in Lucarno Posé.